Salut à tous et bienvenue pour le 208e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qui a eu lieu hier soir au stade de Raymond Coty. Je dis pas de bêtises, non, c'est pas Raymond Coty. Bref, c'était Ajaccio, vous m'aurez compris. Toujours des gaffes comme d'habitude. J'ai voulu faire le mec qui connaît le stade et en fait, rien du tout. Quoi qu'il en soit, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain à Ajaccio avec un doublé de Kylian Mbappé et un fantastique but de Lionel Messi. Mais avant de parler de tout ça, évidemment, je vais vous présenter mes camarades du jour. Tout d'abord, un ami qui fait partie de la famille Paris United, c'est Samy Mojtabi. Salut Samy, comment tu vas ? Salut les gars, ça va très bien. Content d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir. Tu le sais très bien, de toute façon, à chaque fois je me répète, à chaque fois que je suis très content. Donc voilà. C'est qu'à un moment, tu dois te dire que c'est vrai. Bah alors, évidemment. Et nous, on est très contents d'avoir l'omniscient Samy Mojtabi. Clin d'œil à qui tu fais. L'omniscient, dédicace. Et puis, comme d'habitude, pour m'accompagner, le fidèle au poste, toujours le coach Yassine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va ? Ouais, ça va bien. Nous, on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième live sur notre chaîne Twitch Paris United. Un mot déjà pour revenir sur le premier live. Je remercie déjà Hugo Kapler qui était à la présentation. Malheureusement, je ne pouvais pas être là pour le débrief de la victoire face à l'OM. Mais tout le monde s'est très bien débrouillé. Nicolas Puravo, évidemment, Yassine Amned, Hugo Kapler et aussi Nicolas Kyoko. C'est comme ça qu'on dit, hein, Yassine. Ouais. Je n'ai pas écorché son nom. Donc, je voulais aussi lui le remercier d'avoir participé malgré la défaite de son club de cœur. Bon, nous, on était très heureux, évidemment. Donc voilà, sachez, je vous le dis tout de suite, comme ça après on passe au débrief. Dorénavant, tous les hors-jeux Capital seront en live sur la chaîne Twitch. Et ensuite, évidemment, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne peuvent pas suivre le live. Il sera directement en replay sur la chaîne YouTube. Vous pourrez évidemment le retrouver comme d'habitude. Un autre mot, je voulais aussi remercier. Il y a des gens qui nous écrivent parfois de très loin pour nous soutenir, pour nous dire qu'ils ne ratent pas une seule de nos émissions. Et je pense notamment à un mail que j'ai reçu très récemment de Charlie, qui a 51 ans, un ancien, vraiment un supporter de longue date du Paris Saint-Germain, qui vit à Las Vegas, qui a une pizzeria et qui m'a envoyé un mail pour nous remercier de nos émissions et qui nous suivait. Donc Charlie, si tu nous écoutes, merci pour ton petit mot. Et un deuxième mot pour mon camarade, alors ça c'est pour ceux qui aiment le rap, pour mon camarade le chroniqueur sale, qui lui aussi m'a envoyé un message, alors très grand youtubeur évidemment, qui a une chaîne YouTube qui parle beaucoup de rap. Donc je te remercie camarade pour ton mot. Moi aussi je te suis mon ami et allez tous vous abonner pour les amateurs de rap. Sa chaîne est juste incroyable. Voilà. Ceci étant dit, nous pouvons passer au débrief et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le débrief général, messieurs. Un mot, Samy, sur ce match dans sa globalité avant qu'on rentre dans le détail. Je le disais, victoire 3-0, déplacement en terre ajaxienne. C'est pas facile d'aller jouer là-bas. Ajaccio qui a plutôt des stats défensives plutôt pas mal, qui encaisse pas beaucoup de buts, mais qui a une très très mauvaise attaque. D'après ce que j'ai pu comprendre. Dans sa globalité, un match le vendredi soir sur un terrain pas facile, Samy. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Comme tu l'as dit, tu as dit quand même beaucoup d'indications. Tu joues en terre corse, c'est jamais facile d'aller s'imposer en Corse, même si bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ils n'ont pas de grands clubs de Ligue 1, mais voilà, c'est une terre hostile. Comprenez bien mes mots, il y a aucune animosité envers le peuple corse, mais c'est un public chaud. On sait très bien que quand on va là-bas. Voilà, on va pas être accueilli dans des chaussons, donc c'est toujours une épreuve de jouer en Corse. Le terrain, tu l'as dit, qui était pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, Kylian Mbappé s'en est beaucoup plaint. Je pense qu'on en parlera dans cette émission. Moi, sincèrement, je vais pas faire la fine bouche. Je trouve que pour un vendredi soir, même si oui, Ajaccio est une équipe mal classée, c'est logique sportivement. Dans la logique sportive, c'est normal que le PSG se soit imposé là-bas. Je trouve que ça a été quand même dans l'ensemble bien maîtrisé. Et il y a eu, surtout en première mi-temps, je trouve dans les intentions, une équipe corse qui a donné un peu quand même de fil à retordre au Paris Saint-Germain. Fil à retordre, c'est un peu fort parce que Paris n'a jamais été vraiment menacé. Il me semble qu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'est celui de Blayley en
en seconde période. Mais je trouve que voilà, il y avait quand même, enfin, les Corses ont offert quand même une opposition assez intéressante pour tester ce système en 4-3-3. Je pense qu'on va revenir aussi dessus durant cette émission. Donc moi, je vais pas faire la fine bouche encore une fois. Je trouve que globalement, je suis plutôt satisfait de ce 3-0 final contre cette équipe ajaxienne. Merci Samy, mais c'est vrai Yacine, hein, comme vient de le dire Samy, c'est jamais facile de se déplacer en Corse, surtout que là c'était un vendredi soir. Alors tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'ils jouent un vendredi soir cette saison, le PSG. J'ai dit peut-être une bêtise, mais il me semble que cette saison c'est la première fois. Terrain difficile. Samy l'a dit, c'est vrai que les Corses, un peu à l'image de Reims, on commençait très fort, on jouait très très haut pour essayer d'imposer un pressing à cette équipe parisienne. Finalement, le Paris Saint-Germain, Yacine, a vite repris la mainmise sur le match et a plutôt maîtrisé son sujet. Hein. Ouais, alors déjà la pelouse, elle était le fameux dégueulasse, mais elle était dégueulasse. Elle glissait, enfin, tu sais, il y avait des morceaux qui partaient sur les appuis. Enfin, c'est pas possible d'avoir une pelouse comme ça en Ligue 1. Ensuite, Samy l'a dit, a posé des problèmes au PSG. Ouais, pendant à peu près 7 minutes 35. Et puis après... Non, mais c'est vrai, le début de match, ils mettent un gros pressing, puis après, après c'est fini. Quoi. Ouais, 10 grosses minutes, on va dire, Yacine. Voilà. Et après c'est fini. Donc, ouais, parce qu'en fait, la maîtrise technique, à un moment donné, elle fait trop la différence. L'envie, tout ça, ok, mais quand tu es limité, et Ajaccio est plutôt quand même limité surtout par rapport au PSG. Voilà, quand le PSG a repris un peu le ballon et a réussi à sortir deux ou trois fois, c'était terminé. Ils ont bien senti que ça allait être compliqué. Effectivement, il n'y a plus d'action dangereuse, il n'y a plus de. Voilà, il n'y a pas. T'es pas en danger du tout. Et Paris a joué tranquillement, en marchant presque, avec quelques petites accélérations, mais sur chaque accélération, tu te crées une occasion. Et même s'il y a 3-0, le problème, c'est que si tu es enfin, le problème, oui, c'est le manque d'efficacité qu'il y a depuis plusieurs semaines parce que si tu es efficace, le match, il est plié à la mi-temps. Et si tu es efficace, ça peut finir à 6 ou 7 tranquillement. Quoi. Ouais, exactement, tu as raison. Mais on va revenir justement sur le match du trio offensif. J'ai oublié quand même de donner en préambule la composition inédite de Christophe Galtier pour ce déplacement à Ajaccio. Donc évidemment, on a retrouvé Donnarumma dans les buts. Alors on est repassé à une défense à 4, donc c'est la deuxième fois consécutive avec un axe Marquinhos Mukele. D'ailleurs, Marquinhos qui jouait axe gauche pour permettre à Mukele d'être plus à l'aise. Sur les latéraux, c'était Juan Bernat en l'absence de Nuno Mendes. À droite, c'était Hakimi. Ensuite, alors, je sais pas, on peut parler d'un 4-4-2, d'un 4-4-2 en losange, du 4-3-3, mais quoi qu'il en soit, le milieu, c'était Verratti, Ruiz et le retour de Renato Sanchez. Et le trio offensif, il y avait la deuxième titularisation de Carlos Soler qui accompagnait Lionel Messi et Kylian Mbappé. Messieurs, on va parler d'un joueur tout de suite qui monte en régime, c'est le match de Fabian Ruiz, Samy. Tout le monde l'a encensé hier après son match, après des débuts difficiles, Samy, avec le Paris Saint-Germain. Mais Yacine l'avait très bien expliqué. Dans un milieu à deux, c'était pas forcément le système dans lequel il était plus à l'aise. D'ailleurs, vous avez les stats de notre ami Paris Saint-Germain qu'on remercie de nous laisser utiliser ces stats. C'est toujours des très belles stats. Il a touché 118 ballons, l'ami Fabian Ruiz, 96 passes réussies sur 102. Je vais donner les principales. Donc, un dribble réussi sur 2, 9 duels gagnés sur 12, 9 ballons perdus, mais 11 ballons récupérés, 4 tacles réussis sur 6. C'est pas facile à dire. Samy, comme je le disais, un début peut-être difficile. C'était notamment lié au système, Samy. Dans un système à 3, on l'avait déjà dit, c'est dans lequel il évoluait à Naples. Il est beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Et on l'a vu hier soir. Il a fait quand même un très, très bon match. Il était au four et au moulin, mon ami Samy. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais pas manqué de l'épingler sur ses premières prestations et même d'ailleurs, je m'étais fait avoir parce que sa première mi-temps contre Marseille, il était pas ouf et sur la deuxième mi-temps, il avait été plutôt bon. Alors que j'avais tweeté entre les deux, donc tu vois, parfois il vaut mieux se taire plutôt que de parler à chaud. Mais oui, c'est vrai que sur ce match et depuis donc la seconde période contre l'OM, il y a du mieux. Après, encore une fois, moi j'ai toujours dit que c'était un joueur de qualité avant d'arriver
au Paris Saint-Germain, ça pouvait être une bonne pioche. Sur ce qu'il nous avait montré lors de ses petites entrées, il a vu quoi, une ou deux titularisations, pardon, avant ça, c'était pas ça. Il manquait quand même de beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, sur ces dernières prestations, il y a des choses intéressantes qui en ressortent. Déjà, il y a un point positif, moi, qui me plaît, c'est que apparemment, il a une meilleure vue que certains autres joueurs au Paris Saint-Germain parce qu'il voit Achraf Hakimi débouler sur son côté. Alors ça, c'est bien. Je ne sais pas si Fabian Ruiz devrait faire profiter de son ophtalmo ou son opticien à d'autres joueurs parisiens, mais en tout cas, je trouvais qu'il y a eu il y a eu une bonne connexion avec le latéral droit marocain et même blague à part, je trouve que dans le jeu, il a apporté des choses différentes que ce dont on était habitué à voir de la part d'un milieu du Paris Saint-Germain. Juste par exemple tenter des frappes de loin. Quelque chose qu'il fait souvent, il nous le montre quand même avec sa petite patte gauche, là son enroulé du gauche qui à chaque fois ne passe pas le moins. Je pense qu'à un moment donné, ça va rentrer parce qu'il y a de la qualité dans ses frappes. Je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. Alors après, oui, le bagage technique, on le sait, il a, hein, c'est un milieu typiquement espagnol. Il n'y a pas de problème. Ça, on n'avait pas de doute par rapport à ça. Mais je trouve que son apport offensif et le fait aussi que maintenant, il montre une certaine forme de grinta. Encore une fois, hein, il y a mieux, il peut encore mieux faire. Il y a tous des axes de progression qui sont à travailler par rapport à ce joueur. Mais je trouve que oui, il y a du mieux. Maintenant, j'ai un petit peu de mal avec le fait que oui, c'est parce que c'est un milieu à 3. Aujourd'hui, on est quand même dans un football global, le football moderne. Un milieu, normalement, il se doit de s'adapter à n'importe quel type de schéma. Jouer à double pivot, jouer à 3. Tu peux pas non plus avoir un si gros gap entre deux prestations parce que le schéma ne te convient pas. Donc ça, je pense que ce sera un point à travailler. Je suis sûr que Fabian Ruiz, sur ses qualités, s'il montre ce qu'il nous montre dans un milieu à 3, il peut le réussir aussi sur un double pivot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcément le condamner à jouer que forcément si on joue sur ce 4-3-3 ou sur ce 4-4-2. Donc voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire, Samy, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il arrive au PSG. Il faut d'abord qu'il s'intègre à l'effectif. Effectivement, quand il était à Naples, il a toujours joué comme ça. Donc, effectivement, tu as raison, tu dois pouvoir t'adapter. Simplement là, quand tu es un nouveau joueur avec un nouvel effectif et que tu rentres dans un système dans lequel tu as vraiment très, très, très rarement joué, c'est un peu plus compliqué pour lui et c'est normal. Tu vois, c'est un peu comme Marquinhos. On a vu, hein, quand on est passé à une défense à 3, il a du mal à s'adapter. Et d'ailleurs, Christophe Galtier, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais Christophe Galtier l'a dit, hein, Marquinhos, il est beaucoup plus à l'aise et il a beaucoup plus de repères dans une défense à 4. Donc, je pense que pour Fabien Ruiz, c'est un peu pareil. Maintenant, je pense qu'il a. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense que la défense à 3 et le milieu à 2, il n'est pas totalement condamné. Il y a joué aussi et il y reviendra sans doute. Et je pense qu'il progressera même dans ce milieu à 2. Yacine, même question, hein, sur le match de Fabien Ruiz. Hein. Je le disais à Samy, hier il était au four et au moulin, on l'a vu redescendre très bas aussi pour récupérer des ballons, aider la défense, on l'a vu au milieu, donner, jouer toujours vers l'avant, Samy en a parlé, il a même tenté quelques frappes. Globalement, on sent vraiment une montée en puissance de Fabien Ruiz dans ce milieu. Donc je voudrais d'abord ton avis là-dessus, et la deuxième question, c'est, et Samy y répondra aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas trouvé finalement le troisième milieu complémentaire, alors pas avec Renato Sanchez, parce qu'on en reparlera, mais plutôt avec Verratti et Vitinha. Ouais, il y a plein de choses. Mais Samy a raison, mais quand il dit on ne peut pas le limiter, ou il ne peut pas être bon qu'à 3. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui n'a pas un gros volume de jeu en termes d'intensité. C'est un joueur qui est, en termes de volume, entre guillemets, je le comparerais un peu à Mota, tu vois. C'est un joueur qui se déplace beaucoup dans des petits espaces, qui aime toucher le ballon, redoubler les passes. Donc, c'est logique qu'il soit mieux à 3 parce que c'est sa formation et parce que dans ce milieu-là, quand tu joues comme ça, en fait, tu as des joueurs plus proches. Tu as beaucoup plus de joueurs plus proches que le 3-4-3 où tu as 2 joueurs au milieu perdus sur cette ligne de 4 avec 3 joueurs plus haut. Après, il y a des réglages. Et après, comme toi, ça veut dire que je pense qu'il va progresser aussi. Il est capable de jouer à 2. Il ne faudra pas en attendre la même chose parce qu'il n'a pas la même intensité. Il faut avoir des courses avec beaucoup plus d'intensité, etc. quand tu joues à 2. Donc, ce sera à voir. Mais oui, il y a depuis 2 matchs le milieu à 3. Et ça donne quand même satisfaction parce que je trouve qu'il y a une meilleure maîtrise collective. Je trouve qu'il y a aussi, tu
tu vois, bizarrement, on a toujours un peu des préjugés. Ouais, on défend à 3, c'est mieux, machin. Et finalement, je trouve, moi, que Paris défend mieux avec le milieu à 3 et la ligne de 4. Il concède moins d'occasions parce qu'au milieu, tu as des joueurs quand même qui travaillent. Tu as des joueurs qui peuvent fermer les côtés et cette défense à 4 qui suit bien le bloc. Sur ce que tu viens de dire, Yacine, sur ce que tu viens de dire sur le fait de fermer les côtés, d'ailleurs, on l'a vu avec Fabien Ruiz quand Hakimi était très haut, c'est lui qui le couvrait systématiquement, Yacine. C'est ça, et c'est pour ça que, encore une fois, on va redire ce qu'on a dit la semaine dernière après Marseille. Mais le système, ok, s'il existe des systèmes, c'est que c'est important, mais ça ne fait pas tout. L'animation d'un système est beaucoup plus importante et primordiale. Et donc, on voit bien dans l'animation ce que tu viens de dire, ça veut dire que Hakimi, il a toujours cette liberté offensive, même à 4, parce que avec un milieu à 3 et Fabien Ruiz de son côté, c'est lui qui venait fermer dans son dos. Donc tu vois, c'est pas contre-productif le fait de jouer à 4 pour Hakimi, par exemple. On en reparlera après. Mais voilà. Maintenant, pour revenir sur Ruiz, il y a aussi une dernière chose, c'est que Samy disait, ouais, il voit plus Hakimi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue côté droit. Parce que, en fait, ça lui permet de trouver cet angle de passe là. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Galtier l'a mis là justement pour ça. À savoir que, parce que Galtier, rappelez-vous, encore une fois, dans les conférences de presse il y a quelques semaines, il disait qu'on n'utilisait pas encore assez bien les couloirs, etc., qu'il aimerait bien qu'on utilise la largeur. Et peut-être que le fait d'avoir Ruiz à droite, qui va donc être sur son pied gauche pour jouer vers Hakimi, pour trouver plus facilement Hakimi, c'est peut-être aussi ça le positionnement, parce que tu peux jouer avec un gaucher à droite, comme là. Tu peux aussi très bien le mettre à gauche, avec peut-être plus de possibilités, par contre, de renverser le jeu, suivant ce que tu veux mettre en place. Donc voilà, et je trouve que c'est très bien avec l'association qu'il est en train de créer avec les autres autour de lui. Samy, pour continuer sur Fabien Ruiz, tu as commencé à en parler et Yacine en a parlé. Hier, on a vu qu'il y avait une vraie relation qui s'est créée avec Achraf Hakimi, et même en dehors de ça, c'est vrai qu'on avait tendance à voir que le milieu de terrain jouait beaucoup dans l'axe, toujours dans l'axe. Et là, ça a aussi permis d'écarter aussi le jeu, chose qu'on ne voyait peut-être pas assez souvent quand il y avait le milieu à deux, Verratti et Vitinha. Et d'ailleurs, paradoxalement, normalement, dans une défense à 3, les latéraux, tu peux mieux exploiter leur qualité. Et hier, dans une défense à 4, on n'a jamais vu Achraf Hakimi avec autant d'activité, Samy. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas vraiment compréhensible, hein. Ça n'a pas de sens. Tu l'as dit, c'est vrai que dans un système à 3, c'est là où normalement l'apport des latéraux est le plus visible. Et comme tu l'as dit, on va dire, on va pas être dur, ouais, on va pas être dur, mais c'est quasiment le premier match de la saison où on a vraiment vu un apport significatif des latéraux. Je trouve que Hakimi, et c'est pas comment dire, du favoritisme ou autre, ou du chauvinisme. Je trouve que Hakimi à droite a été plus en vue que Bernat, même si Bernat est meilleur dans une défense à 4. Hein. On l'a vu hier, hein, on a retrouvé une partie un peu de ce que pouvait montrer Bernat sur un terrain lorsqu'il est dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment sens. Alors, est-ce que justement, on se rend compte aujourd'hui que c'est le milieu même qui est détonateur de ces pistons? Là, c'est problématique. Normalement, ça doit être le schéma qui te force à jouer sur les ailes. Si tu joues à 3, forcément, tu joues avec tes pistons. Là, on se rend compte que plus tu as de milieux, plus les milieux pensent à jouer sur les côtés. C'est une problématique que Galtier va devoir montrer à ses joueurs. Il va devoir les mettre devant un paperboard et leur dire, les gars, c'est pas normal. Quand on joue à 3, vous ne sollicitez pas nos pistons, mais quand on joue à 4, là, il y a eu vraiment quelque chose de significatif. Donc, c'est vrai que c'est une problématique qui est assez intéressante. Il faut la pointer du doigt. Et espérons que justement ce match ait une répercussion positive sur le collectif, qui les force à comprendre que voilà, l'utilisation des latéraux se fait aussi bien dans une défense à 4 que dans une défense à 3. Alors, on n'est pas encore sur le focus sur Hakimi, hein. On était vraiment sur le. C'était sur Halima avant. Focus sur Halima. Voilà. On va plutôt aborder maintenant le terme du milieu à 3. On a un nouveau logiciel, donc du coup, c'est le temps qu'on se mette. Ouais, mais l'habillage, il est mortel. Hein. Tu m'avais pas prévenu. Je vois apparaître des statistiques, des photos. Préviens, j'étais pas prêt. C'est fou.
C'est vraiment Yacine, bien. Samy, je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire en début d'émission. Il y a beaucoup de gens qui nous ont félicités pour l'habillage, Ils ont raison. pour le fait de pouvoir insérer des stats. Et Hugo en avait déjà parlé. Alors, pour ceux qui veulent faire du live, que ce soit sur leur mobile ou sur l'ordinateur, depuis un PC, nous, on a découvert ça. Et honnêtement, maintenant, voilà, on peut se permettre de faire de meilleures émissions parce qu'on peut insérer plein de choses. On a un habillage. Ça s'appelle Narrative. Vous pouvez télécharger l'application et vous allez vous éclater. Nous, on s'est éclaté à le faire et honnêtement, on est super. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un compte Twitter @narrative sur Twitter. Parce que, voilà. C'est surtout très simple parce que Mousse a réussi à se connecter très facilement. Donc... Et ça c'est une réussite. Non, mais il faut pas escroquer les gens. C'est-à-dire que j'ai réussi à cliquer sur le lien. Mais évidemment que je ne suis pas derrière tout ça. C'est mon ami Yacine, évidemment, qui gère et qui le gère très bien. Donc, n'oubliez pas, Narrative, pour ceux qui veulent faire du live, du gaming, du foot, ce que vous voulez, franchement, c'est top. Nous, on le recommande. Voilà. Donc, je disais, on va prolonger la discussion sur le milieu à 3. C'est la deuxième fois que Christophe Galtier utilise ce milieu à 3 avec alors, certains disent un 4-4-2 en logeance, un 4-3-3. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, hier, c'était le retour de Renato Sanchez. Alors évidemment, il n'a pas fait un super match, il revient de blessure et en plus, il a eu un petit souci lors de l'échauffement à la cheville. Donc, on a eu l'impression qu'il n'a pas pris trop de risques. Et finalement, il n'a pas été très, très utile, lui, dans ce milieu à 3. Ça sera intéressant de voir dès mardi s'il reconduit ce milieu avec sans doute Vitinha, Ruiz et Verratti. Mais première question, Samy, pour toi, c'est plutôt un 4-3-3, un 4-4-2 en losange. Et est-ce que, selon toi, il faut persévérer avec ce système-là, Samy ? Tu sais, c'est compliqué à dire, hein, sincèrement. Il n'y a pas eu encore. En fait, on a eu plus d'exemples, plus d'oppositions à 3 que à 4. À 4, c'est la deuxième. Donc après l'OM, c'est compliqué de se faire un avis. C'est compliqué aussi, sans manquer de respect à cette équipe d'Ajaccio, de se faire un vrai avis après une telle opposition. Parce que même si, on l'a dit tout à l'heure, c'était quand même valeureux, ça reste quand même une équipe mineure de notre championnat. Donc, tu peux pas aujourd'hui, le schéma qui est le plus étalonné pour Galtier, ça reste malgré tout son schéma avec une défense à 3. C'est l'équipe qu'on a le plus vue, c'est l'animation qu'on a le plus vue depuis le début de saison. Donc c'est l'équipe, c'est comment dire, c'est ce schéma que maîtrise le mieux le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le 4-4-2, il faudrait encore le voir. Tu l'as dit, peut-être qu'on le verra en Ligue des Champions. C'est mardi, c'est ça ? Mardi soir. Donc moi je pense que pour vraiment se faire un avis sur le sujet, savoir si on prend le 4-3-3, si on prend le 4-4-2 ou si on prend le 3-5-2, c'est de vraiment tester ce 4-3-3 et ce 4-4-2 sur la durée. Alors est-ce que moi je pense que en fait, parce que beaucoup disent c'est Galtier qui voulait savoir s'il peut avoir un plan B. Moi, j'ai du mal à croire ça. Je pense plutôt que c'est par la force des choses. On a beaucoup de blessés au poste de défenseur central. Arrêtons de nous mentir. Hein. C'est pas notre entraîneur qui est en train d'essayer de pour le futur tester. Alors, non, c'est juste que voilà. Oui. Juste, c'est marrant que tu dis ça parce que tu sais qu'il en a parlé en conférence de presse parce que nous, évidemment, c'est ce qu'on pense. On va dire clairement les choses. C'est la suspension de Ramos qui fait que c'est plus facile maintenant pour Galtier parce qu'il n'a pas à sortir un des trois, que ce soit Marquinhos ou Kimpembe. Maintenant, Kimpembe est de retour à l'entraînement collectif. Ramos a purgé ses matchs de suspension et de toute façon, en Ligue des Champions, il n'avait pas de suspension. Donc, normalement, mardi, il a ses 3 défenseurs centraux. On verra ce qu'il va faire. Voilà, c'était juste pour revenir à ça. Lui, en tout cas, a nié le fait que c'était par rapport à l'absence de Ramos, qui disait qu'il réfléchissait aussi à installer ce système-là. Bien sûr que oui, comme ça, il te montre, il te fait croire que voilà, lui, il suit pas les drapeaux, quoi. C'est pas le vent, tu vois. Il va essayer de, tu vois, il va te montrer que c'est son idée et que forcément, c'est tout ça fait partie d'un grand plan. Mais on le sait très bien que moi, je pense qu'il a été forcé de faire ça de par les nombreuses absences. Maintenant, il y a une chose aussi intéressante auquel je pensais hier sur ce 4-3-3. Forcément, tu dois sortir un défenseur central. Et malheureusement, parce qu'on en avait parlé lors d'un dernier podcast, je pense que c'est Danilo qui sauterait sur ce schéma-là actuel. Et je pense que ce qui aide Galtier, c'est que malgré les bonnes prestations de Danilo aujourd'hui sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est peut-être celui qui est le plus facile à sortir du 11 dans le vestiaire.
C'est un joueur qui fait pas de bruit, c'est un joueur qui va pas non plus parce que tu sors Ramos, tu vas pas penser à sortir Marquinhos, tu vois. C'est compliqué. Moi, j'attends juste de voir si ce schéma à 4 derrière tiendra la route quand Kipembe sera aussi présent. Parce que là, quand tu auras au moins 3 défenseurs centraux, on va dire les 3 défenseurs centraux principaux du Paris Saint-Germain qui seront présents, je demande à voir si Galtier va continuer à maintenir ce schéma et donc mettre forcément un gros décès sur le côté. Merci Samy. On continue, hein, Yacine, sur le milieu à 3. Je le disais, hein, Sanchez hier a fait un super match. Par contre, le duo Verratti-Ruiz, c'est plus de 230 ballons touchés à eux deux. Grosse activité encore de Marco Verratti. On a parlé juste avant de Ruiz, on va pas revenir dessus. Selon toi, Yacine, quand même, on retrouve un certain équilibre avec ce milieu à 3. Donc, Sanchez est sorti assez tôt, hein, je crois que c'était après la 60e minute, remplacé par Vitinha. Ça serait quand même intéressant de voir face au Maccabi Haïfa, qui n'est pas non plus une très très grosse équipe européenne, quoiqu'ils ont battu quand même la Juve. Mais ça pourrait être super intéressant, ce milieu Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz. Toi qui aimes les joueurs de ballon, Yass, ça change Ander Herrera et tout ce qu'on a connu la saison dernière. C'est clair. Attends, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont en live et sur le chat. Oui. Voilà, parce qu'il y a un peu plus de 100 personnes en live. Donc voilà, on en profite pour les remercier. Pour revenir sur le milieu à 3, ouais, bien sûr. Alors, hier à 3, ouais, il y avait 3 joueurs, mais ils étaient 2. Je ne sais pas trop ce qu'il était venu faire. Effectivement, il s'est blessé à l'échauffement. Enfin, il a ressenti une gêne à la cheville à l'échauffement. Tu sentais qu'il était dans la gestion de je rejoue un match, mais je vais tout faire pour ne pas me reblesser. Donc, pas trop d'accélération, pas trop d'intensité. Bon, voilà, après, c'est vrai aussi que tu n'es pas non plus en difficulté. Donc, est-ce qu'il n'avait pas besoin de forcer, donc voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avec Vitinha, notamment, quand il y aura donc Vitinha, Ruiz et Verratti, dans la maîtrise technique, dans la faculté à jouer vers l'avant, tu vas clairement passer un cap. Après, il y a plein de choses. Je comprends ce que dit Samy sur le système, avec 3 défenseurs, et notamment par rapport au fait que tu as des défenseurs centraux, et on en avait parlé il y a 2 semaines, je crois, presque, qui sont que tu es obligé de mettre. Tu te rappelles, on avait dit, ouais, il est obligé de mettre Marquinhos, il est obligé de mettre Ramos, il est obligé de mettre Kipembe, par rapport à leur statut, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, tu dois faire des choix. Les statuts, c'est bien, c'est gentil, mais à un moment donné, le foot, c'est pas que les statuts, c'est aussi le terrain. Et si ton équipe est mieux comme ça, bah c'est ça. Évidemment, je vous rejoins sur le fait qu'il a profité des blessures pour changer le système. Parce que aussi, à un moment donné, il faut bien rappeler que au début de match contre Benfica, il reste que Mukele, le défenseur central, sur le banc. Si on enlève El Shaddai, parce que El Shaddai Bichabu qui pouvait pas débuter, enfin, c'était risqué de le faire débuter en Ligue des Champions. Donc en vrai, de joueurs affirmés, quand tu démarres avec Danilo et Marquinhos, il reste que Mukele en fait. Donc c'était un problème. Ça, donc il a profité de l'absence de Ramos, des blessures, etc. Il lui restait 2 défenseurs. Il a dit, vas-y, on va passer à 4. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi, un système, ça sert parfois à proposer autre chose, parce que Galtier l'a dit aussi en conférence de presse, le 3-4-3 devenait trop lisible. Les équipes nous avaient bien étudié, et il y avait des choses qui devenaient trop lisibles. Alors, on peut dire, par exemple, que ce qui devenait trop lisible, c'est le fait de jouer tout le temps à l'intérieur et de ne pas chercher les joueurs de couloir. Ça devenait trop lisible. Donc, voilà. Mais un changement de système, parfois, les entraîneurs l'utilisent aussi pour réveiller ses propres joueurs. Parce qu'en fait, dans le même système, tu as parfois tendance à t'endormir. Tu sais, les réflexes de jeu sont là, voilà, c'est comme ça. Et tout le monde commence un peu à s'endormir. Et des fois, on change de système, pas tout le temps pour dire c'est le système le plus adapté, mais pour à un moment donné, réveiller les joueurs pour qu'ils soient un peu plus concentrés, parce que comme il y a un changement de système, il y a donc changement de rôle, etc. Et donc, on essaie de les reconcentrer comme ça. Ça peut être une des raisons aussi, je ne dis pas que c'est la raison. Mais en fait, si tu additionnes un peu tout ça, bah, je pense, moi, qu'il l'avait dans un coin de la tête.
C'était le moment pour le lancer par rapport aux absences. Il y a des choses intéressantes. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir 2 systèmes parce que le retour de la Coupe du Monde, on ne sait pas qui va revenir, dans quel état ils vont revenir les joueurs. Donc, si tu pars dans l'idée de te dire, quoi qu'il arrive, on joue à 3, si Kimpembe et Marquinhos reviennent pas bien mentalement, tu fais quoi? Tu continues à jouer à 3 avec Danilo, avec Bichabu et Ramos, tu vois? Donc, c'est très bien qu'il ait un autre système. Et c'est bien aussi de voir que ces 2 systèmes te donnent des choses différentes, et notamment, comme on va y venir, dans l'utilisation des couloirs. Avant qu'on passe à l'utilisation des couloirs, un dernier mot sur le milieu à 3, parce que tu parlais tout à l'heure d'adversité, Samy. Effectivement, là, ce n'était que l'AC Ajaccio. On va se faire des ennemis, Samy. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à mettre un pied en Corse en vacances, mais bon, c'est un fait quand même. Hein. D'ailleurs, au classement, il me semble qu'ils ne sont pas très très bien, nos amis à Ajaxin, et on leur souhaite évidemment de se maintenir, mais avec 4 descentes cette saison, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que par rapport à l'adversité, hier c'était Ajaccio, et finalement, même si c'était un milieu à 3, on a vu que le match de Renato Sanchez et son activité n'était pas ouf. Est-ce que selon toi, Galtier doit vraiment s'adapter à l'adversaire dans les prochains matchs? C'est-à-dire que là, hier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'hier, par exemple, le milieu à 2 aurait suffi face à une équipe comme Ajaccio, qui, tu l'as redit tout à l'heure, Yacine, a poussé les 10 premières minutes, a senti qu'après, il pouvait prendre une valise. C'était très compliqué, notamment avec les contres et la vitesse de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses, Samy, que voilà, il faut vraiment jongler sur les 2 systèmes et s'adapter à l'adversaire, ou avoir un système comme il a fait au début, c'est-à-dire s'acharner sur le 3-5-2. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Samy? Moi, je pense sincèrement que même avec un 3-4-3, pareil, aurait eu à peu de choses le même résultat. Hein. Je veux pas, enfin, encore une fois, hein, on adore l'île de beauté, on veut pas fâcher les supporters corses, mais sincèrement, oui, quand je parlais d'opposition, Marchetti Coutadeur, c'est sympathique, mais oui, désolé, ce n'est pas un vrai test pour le milieu du Paris Saint-Germain. Surtout que voilà, Coutadeur, il a été un très bon joueur. Maintenant, il est plus non plus tout jeune, quoi. Et donc oui, en termes d'opposition, c'était pas non plus, c'était pas l'Everest. Donc je pense que oui, je suis même quasiment sûr qu'avec un 3-4-3, le Paris Saint-Germain s'en serait sorti aussi haut la main. Alors que tout à l'heure, c'est ce que je te disais, pour pouvoir étalonner vraiment un système, il faut l'utiliser déjà de manière récurrente, donc au moins sur une série de matchs, on va dire, on parle de mois, un mois et demi, 2 mois, pour vraiment avoir une idée de ce que peut produire ce schéma en compétition, et aussi l'étalonner face à des adversaires de plus en plus costauds. Je pense que même si, bon, c'est le Maccabi, ça reste quand même la Ligue des Champions, ça peut être un test intéressant. Si vraiment l'idée de Galtier, c'est d'avoir un plan B, eh ben, normalement, malgré les retours des joueurs, il va devoir rester sur ce schéma en 4-3-3 ou 4-4-2 comme vous le voulez, pour vraiment nous montrer que ce qu'il disait était vrai. S'il revient en 3-4-3 dès le retour des blessés, ça voudra dire qu'en gros, on nous aura mis une grosse disquette, et en fait, tous ces débats n'auront servi à rien, et que le Paris Saint-Germain n'a qu'un plan A. Yacine, même question. Hein, au retour de Coupe du Monde, donc, logiquement, le PSG va se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On croise les doigts tout de même, sait-on jamais. Mais bon, là, c'est rencontre face à IFA au Parc des Princes. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et normalement, le match face à la Juve, normalement, tu devrais être qualifié. Donc, on va attendre le tirage au sort, Yass, pour voir d'abord si on finit premier de la poule, si tout se passe bien, contre qui on va tomber. Mais selon toi, si on tombe contre des équipes vraiment difficiles, des équipes qui jouent haut, qui ont un gros pressing, contre-pressing, etc., selon toi, est-ce que le 4-3-3 ou le 4-4-2, est-ce que quand même tu n'as pas plus de certitude face à ce genre d'équipe, Yacine? Ouais, franchement, j'arrive pas à répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc ancré dans la tête des gens. Ouais, on peut pas gagner avec des champions si on n'est pas trop au milieu, etc. C'est pour ça que je te pose la question, Yacine. C'est pour ça. Chelsea a gagné avec des champions, jouant 3-4-3, et ça les a pas empêchés. Voilà. Je pense que c'est plus une question d'état d'esprit, d'attitude et de respect de ce que tu veux mettre en place. C'est-à-dire que ton bloc, là où tu veux le mettre, il peut pas être coupé en deux. C'est-à-dire que tu défendes haut ou que tu défendes bas.
il ne peut pas être coupé en deux. Et en fait, c'est plus ça le problème que le système en lui-même. Voilà, la légende qui veut que Monaco, ils font demi-finale de Ligue des Champions en 4-4-2, à plat. Donc, ils jouent bien avec deux milieux axiaux. Donc, encore une fois, légende. Voilà, il n'y a pas de vérité. Et encore plus aujourd'hui dans un football d'intensité, c'est l'état d'esprit, le comportement qui font la différence, plus que le système en lui-même, en disant il n'y a que deux milieux, Verratti, Vitinha, ça va exploser. Moi, je sais pas. Si je savais d'avance, je parierais et je mettrais de l'oseille sur des équipes parce que je sais Yacine, d'avance. Ouais. on disait ça aussi, surtout parce que tu parlais du bloc, effectivement, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que ça dépend aussi des trois devant, le travail, le repli défensif qu'ils font, la gêne de la première relance des adversaires. C'est aussi pour ça aussi que les gens avaient des doutes dès le début de saison avec la paire Vitinha-Verratti, qui, je rappelle, dépasse pas les 1m70. C'est pas les plus costauds. Et c'est vrai qu'avec un Fabien Ruiz qui déjà il t'amène un peu d'auteur, t'amène un peu de physique. Et quand je te dis ça, c'est surtout face à des adversaires type, je sais pas moi, Bayern de Munich, Liverpool, Manchester City, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais après, le Bayern gagne la Ligue des Champions avec deux milieux. Oui, mais c'est un bloc. Oui, mais c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une question d'attitude. Et quand on dit les trois de devant, c'est là aussi, c'est un peu réducteur parce que nous, en plus, on le dit souvent. Oui. Neymar, il ne fait pas partie de ceux qui travaillent. Donc, en fait, c'est plus les deux autres qui, voilà, ce qu'ils ont envie de faire, de courir, de presser, de gêner la première relance. Voilà. Oui, parce qu'après, tu peux prendre des vagues et ça peut faire très mal. Moi, je continue de penser que c'est une question d'investissement, d'état d'esprit. Et là, en plus, hier, on l'a vu, le match de Messi, etc. Mais là, on va rentrer dans une période de gestion avant la Coupe du Monde. En plus, avec les blessés qui s'accumulent à droite, à gauche. Voilà, il ne faut plus rien attendre jusqu'à la Coupe du Monde. On va en reparler après du trio offensif. On va finir. Non, mais je parle globalement. Oui, bien sûr. Faut plus attendre grand-chose dans l'intensité. Ils feront le job. Et je pense que le dernier vrai match, c'est mardi parce que tu peux valider définitivement ta qualification. Et après, je pense que tu vas être dans une gestion totale des courses et tout parce que là, maintenant, tu te blesses. Là, à partir de la semaine prochaine, tu te blesses. C'est fini. La Coupe du Monde, ça sent pas bon. Ouais, c'est clair. On en a parlé brièvement ou rapidement tout à l'heure d'Achraf Hakimi. Je voulais qu'on en parle un peu plus, on fait un petit focus sur Achraf Hakimi. Il y a ces stats qui vont normalement apparaître. Samy, Achraf Hakimi, qui est notre compatriote, évidemment, hein, l'international marocain, qui d'ailleurs a eu affaire à l'international algérien, le compatriote de Yacine, hein, en la personne de Belaïli. Qui a fait un plutôt bon match. Qui ça? Belaïli. Tu trouves? Bah pour une première titularisation, on sentait qu'il n'était pas à fond, mais moi je l'ai trouvé virevoltant, il tentait. Ouais, moi je trouve que du côté d'Ajaccio, il n'y a pas beaucoup non plus de satisfaction. Donc si je dois sortir un joueur hier, ouais, Belaïli, je trouve qu'il a tenté au moins. Son début de match, les 25 premières minutes, après c'est un peu étonnant. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le match il est sur 90 minutes, tu peux pas se compter que de ça. Après, évidemment, hein, je comprends ce que tu veux dire, Samy. D'ailleurs, il paraît, j'ai vu ça passer, qu'en Algérie, on a diffusé un match dans un cinéma uniquement pour Belaïli. Les Algériens, c'est vraiment des fous de foot et je salue tous les supporters algériens, évidemment, qui devaient être heureux de voir évoluer Belaïli dans l'équipe de l'AC Ajaccio. Et je le disais, donc il avait défensivement, Hakimi, il y avait un duel, hein, Hakimi Belaïli. J'ai trouvé plutôt bon hier défensivement Hakimi, alors que c'est pas son point fort. Mais surtout, monsieur, comme je disais tout à l'heure, on l'a beaucoup vu on l'a vu beaucoup plus offensif que les matchs récents, beaucoup plus haut. On l'a rappelé que évidemment, Fabien Ruiz couvrait le côté d'Hakimi, ce qui lui a permis d'être haut. Il a été beaucoup trouvé, il a une grosse activité, Samy, notre ami Achraf Hakimi. Et c'est vrai que, je le redis, on l'avait déjà dit tout à l'heure, on l'attendait plus comme ça dans une défense à 3, et c'est plutôt la défense à 4 et le milieu à 3 qui lui a permis de jouer haut. Et aussi le fait que Fabien Ruiz n'a pas hésité à jouer sur lui, contrairement peut-être aux autres joueurs, Samy. Oui, moi je pense que la clé, plus que le schéma, ça vient de là. Hein. Tu sais, dans le football, on se rend pas compte, mais le côté psychologique,
dans un même match, je parle sur 90 minutes, c'est très important. Et je pense que quand tu vois la confiance que peut t'apporter un coéquipier, quand tu vois qu'un coéquipier te sollicite une première fois, une deuxième fois, et ben, je pense que ça te lance dans ton match. Donc l'attitude de Ruiz, l'attitude altruiste vis-à-vis de Hakimi, je pense a rejailli sur la confiance et le jeu de Hakimi. Et on l'a ressenti au fur et à mesure de la rencontre, parce que plus la rencontre avançait, plus Hakimi était impliqué, il proposait. C'est quelque chose qu'on voyait rarement sur ces derniers mois de compétition, même. On peut être franc avec ça. C'était pas ce à quoi on est en droit d'attendre d'un joueur de sa qualité. Et c'est vrai que hier, on l'a senti totalement impliqué dans cette rencontre. On l'a senti pas du tout inhibé comme il avait pu l'être sur le schéma en 3-4-3 sur certains matchs importants cette saison. Donc moi je prends voir un Hakimi dans cette forme-là, il n'y a aucun souci. Toujours un petit problème, même un gros problème sur la finition, sur la dernière passe. Ça, c'est quelque chose qui doit travailler. C'est cette lucidité sur le dernier geste quand il arrive vraiment dans les derniers mètres décisifs. C'est bizarre parce que dans certaines rencontres, il peut être totalement lucide, mais la plupart du temps, il perd un peu ce côté chirurgical. Donc, c'est quand même problématique, surtout quand on va arriver sur les rencontres charnières. Donc là, moi, je lui laisse encore du temps pour se régler, mais c'est sûr que ce qu'on a vu d'Hakimi hier, c'est ce qu'on a envie de voir sur le reste de la saison. C'est un Hakimi volontaire, c'est un Hakimi qui fait d'énormes différences physiques de par ses qualités athlétiques et sa vitesse supersonique. Parce que franchement, c'est assez impressionnant pour un latéral droit, les différences qu'il peut faire sur un côté. C'est tout bénéfique au jeu du Paris Saint-Germain quand on a un Hakimi dans cette configuration-là. Donc, il faut que. Après, moi, je ne suis pas coach du Paris Saint-Germain, c'est à Galtier, justement. Je pense qu'il a vu, il a des yeux comme nous tous. Il a vu de quoi était capable son latéral droit sur les terres corses. À un moment donné, il doit se dire attends, s'il réussit à me faire ça sur un 4-4-2, il n'y a pas de raison que sur un 3-4-3, il ne puisse pas avoir la même expression. Donc, c'est à Galtier de trouver la solution pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel d'Hakimi. Merci Samy. Pareil, même question Yacine sur Achraf Hakimi. Plutôt une bonne rencontre, même si effectivement c'est au moment de terminer les actions. Yacine, on l'a vu que ça pêchait un peu. Et il y a autre chose, et tu l'avais déjà dit pour Mukele. On a l'impression qu'il n'ose plus tenter. Alors c'est quand même un gars dans la surface quand il jouait à l'Inter et à Dortmund qui tentait systématiquement quand il était bien placé pour marquer. Et là, hier, sur une ou deux phases, il a tout de suite préféré, ou en tout cas cherché Kylian Mbappé pour le faire marquer. Donc, d'abord, Yacine, sur son match globalement, est-ce que tu en as pensé sur le fait qu'il arrive pas forcément à terminer les actions, et sur le fait aussi qu'il n'ose plus tirer au but lorsque Mbappé est bien placé dans la surface. Ouais, alors déjà son match, en fait, ça va rejoindre ce que je dis depuis des semaines. Hakimi, il est mieux quand il est trouvé lancé. Donc en fait, ce n'est pas une question de 4 ou 3. À 3, le problème, c'est qu'il montait trop haut, trop vite, et il recevait le ballon dans les pieds arrêté. Et ce n'est pas un joueur de 1 contre 1 arrêté, c'est un joueur qui a besoin d'être lancé. Et là, on l'a vu encore hier, on l'a vu contre Marseille aussi, quelques situations. Mais là, hier, où quand il est lancé, quand il part d'un peu plus bas et qu'il arrive dans le dos de la défense, c'est là qu'il est plus dangereux. Donc, en fait, le passage à 4 lui a libéré le couloir. Du coup, il est plus bas pour défendre et après, il a des plus grandes courses pour sortir. Et c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il a été mieux. Quand Paris avait joué à 3 en début de saison, il était déjà très vite, très haut, aligné pratiquement avec les attaquants. Du coup, il recevait le ballon, il était arrêté. Donc, c'est pas son jeu. Après, pour aller un peu plus loin, le truc, c'est que si vous vous rappelez la fameuse vidéo de la saison dernière où Mbappé lui dit, il lui fait une remarque sur une mauvaise passe, et Hakimi dit désolé, et il dit ouais, c'est bien beau d'être désolé, mais donne des bons ballons. Voilà, vous ne cassez pas la tête. Hier, il y a une action où il est parti chercher un ballon en retrait à Mbappé. C'était la pire solution. Voilà. Il y avait 3 joueurs parisiens dans la surface. Il est parti chercher. Non, mais je vous le dis, c'est mort. Et après, chacun fera l'analyse qu'il a envie avec Hakimi. Est-ce qu'on regrette parce que c'est un manque de courage? Est-ce que le statut d'Mbappé est trop important? En plus, c'est son pote. Donc, il se dit, quoi qu'il arrive, je cherche Mbappé. Faites ce que vous voulez avec ça.
Moi, je vous dis qu'il est rentré dans sa tête et c'est terminé. Voilà. Quand Mbappé sera sur le terrain, Hakimi fera le choix d'Mbappé tout le temps. Hier, quand la fameuse frappe qui décroche les étoiles, le ballon, sa course, elle est très bonne. Il passe devant le défenseur. D'accord? Ce qu'on appelle la position préférentielle. C'est-à-dire que le défenseur, il ne peut que faire faute ou il le laisse aller au but. Et dans cette position-là, il a déjà fait il a déjà marqué à l'Inter, à Dortmund, etc. Mais on voit bien qu'au moment où il passe devant le défenseur, il est déjà dans l'idée de servir Mbappé. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ça dénature le jeu. Et tu deviens toi aussi lisible. L'action dont je parle en deuxième mi-temps, sur le centre où il cherche Mbappé, regardez bien, la défense d'Ajaccio, elle fait pratiquement que suivre Mbappé. Il y a s'il met un ballon devant le but, je ne sais plus qui il y avait Messi, et je crois que je ne sais plus si c'est Sarabia à ce moment-là, ou bref. Et lui, il cherche Mbappé, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, il va falloir qu'il se fasse violence, en fait. Faut qu'il arrête de croire que s'il ne donne pas un ballon à Mbappé, c'est la fin du monde. Son copain, il ne va plus lui parler, machin. Et écoute, va au bout des actions. Si c'est le jeu, et puis c'est tout, quoi. Merci beaucoup, Yacine. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Hakimi. Avant de passer au dernier thème, et on parlera du trio offensif, juste un mot, messieurs, de Marquinhos, qui était plutôt en difficulté ces dernières semaines. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Samy. C'est vrai qu'avec Yacine, on avait constaté, pas que d'ailleurs, beaucoup de supporters, qu'il avait du mal à s'adapter à cette défense à 3. Galtier, je le répète, avait dit en conférence de presse évidemment qu'il se sentait mieux à 4, qu'il avait plus de certitude, plus de repères. Là, ça fait 2 matchs qu'on joue avec une défense à 4. Hier, il était plutôt bon, même si effectivement Ajaccio n'a pas été très 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 dangereux. Mais je trouve que dans l'anticipation, dans l'engagement, on a retrouvé un peu le Marquinhos qu'on aimait bien. Un mot, messieurs, sur Marquinhos et le retour plutôt en forme du défenseur brésilien, Samy. Oui, c'est après encore une fois, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, moi je trouve ça. Oui, c'est vrai que c'est On compliqué ne pas aussi. être d'accord, Samy. Hein. Non, mais bien sûr, non, mais c'est juste c'est compliqué à chaque fois de mettre en avant l'adversité pour démonter. On va être honnête sur le match d'hier, il est bon. Sur le match d'hier, il est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand même l'entraîneur d'Ajaccio, quand il sort de match, bord terrain, interview, il te dit que défensivement ça va, mais que offensivement ils ont du mal à marquer des buts. Ça te montre quand même que l'équipe d'Ajaccio, offensivement, c'est pas les plus grandes terreurs du championnat de France. C'est la pire attaque, Samy, me semble. Hein. Pire Voilà. attaque. Ben voilà. Et en plus, j'aime bien El Idrissi. Tu vois, pour une fois que je critique un Marocain, voilà, ils ont des joueurs devant. C'est pas des foudres de guerre. Mais ça peut servir à rassurer un défenseur central quand tu te débrouilles bien justement face à une opposition un peu plus faible. Et ben aussi, ça peut te donner confiance. Et normalement, cette confiance, tu l'engendres et tu dois après l'utiliser pour les prochaines rencontres. Donc encore une fois, c'est les mêmes débats que tout à l'heure. Il faut attendre de voir une adversité plus forte pour constater si les promesses qu'on a pu entrevoir hier soir sont validées et sont pérennes dans le temps. Pour le moment, si on doit faire un bilan du début de saison de Marquinhos, c'est pas le match d'hier à Ajaccio qui va le sauver. Ça reste un Marquinhos en difficulté, un Marquinhos qu'on a du mal, nous, en tant qu'observateurs du club parisien, à reconnaître par rapport à ce qu'il a pu montrer ces dernières saisons sous la tunique parisienne. Donc, à voir. Oui, hier, il y avait un léger mieux, mais est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est le schéma? Est-ce que c'est le soleil corse? On ne le sait pas, on le sait pas vraiment. Merci, Samy. Avant de réagir, Yacine, parce que j'ai oublié pendant le live, hein, peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont peut-être des questions, des commentaires sur les débats qu'on vient de faire. Si tu en as quelques-uns, tu peux les lire à l'antenne, Yacine, avant de. Non, il y a des commentaires, il n'y a pas de questions. Si, il y avait Seki Halima. Du coup, c'est pas. mais en tout cas, je remercie tout le monde qui commente, etc. Mais il n'y a pas de questions pour l'instant. Peut-être quelques commentaires, les derniers, si tu peux en prendre un ou deux et les lire, hein, Yacine. Il y a Casual78 sur l'histoire d'Mbappé qui dit tant que Mbappé n'aura pas décidé de mettre l'équipe en priorité, il court-circuitera l'équipe avec les clans. Il peut changer et il peut tirer tout le monde en avant. Il y a Croque-Mitaine qui dit non, lui, il fait que m'attaquer, je crois.
Non, bah, enfin, après, il faudrait que je remonte, donc je vais pas perdre trop de temps. Mais je vais Ouais, les non. lire au fur et à mesure. Ouais. Ouais, après, Ouais. après le débat, on en reprendra quelques-uns pour lire les commentaires. Donc, du coup, juste Et un petit. d'ailleurs, il y a Nico, il y a Nico sur le chat au cas où. Si vous voulez Nico savoir. Puravo? Mais salut, Nico! Bah, j'espère que tout va bien, Nico. Nicolas, d'ailleurs, je l'ai dit, parce que j'étais à Paris, je suis rentré jeudi soir, et jeudi après-midi, je suis passé voir mon ami Nicolas Puravo à Versailles, dans sa magnifique boutique. En cheval. Ouais, non, oui, c'est ça, il était bien, il était avec son petit carrosse garé pas très loin. En tout cas, voilà, je salue mon ami Nicolas et qui sera là normalement, je l'espère en tout cas, pour parler du match face à Haïfa. Un mot, Yacine, comme je le disais, sur Marquinhos. Est-ce que tu es d'accord avec Samy et sur, pareil, encore l'adversité, et pardon à nos amis corses, hein. Non, mais bien sûr qu'on est obligé de tenir compte de l'adversité. Mais moi, je vais pas faire très long sur Marquinhos. En fait, j'attends le retour de Ramos parce que moi, je me demande si c'est la défense à 4 ou si c'est l'absence de Ramos qui lui permet de défendre en avançant plus qu'il l'a fait, d'être plus proche du bloc équipe et de ne pas anticiper tout le temps la gestion de la profondeur. Voilà. Donc, je peux pas dire plus parce que pour moi, aujourd'hui, c'est l'interrogation que j'ai, et j'en avais parlé sur la défense à 3, où il anticipait beaucoup. Galtier a dit aussi qu'il ne changeait pas les positions de Ramos et Marquinhos parce qu'il voulait Marquinhos en couverture de la profondeur et en couverture notamment de Ramos. Moi, j'ai l'impression que ça a été le point sur lequel ils ont insisté les deux, Marquinhos et Galtier, en fait, et que c'est rentré dans la tête de Marquinhos. En gros, je dois gérer la profondeur parce que Ramos, il va être en difficulté, il a plus ses jambes de 20 ans. Et il était tout le temps dans l'anticipation de gérer ça. J'attends que ce soit à 4 ou à 3, le retour de Ramos. Et si, au retour de Ramos, Marquinhos continue à faire ce qu'il a fait là, défendre en avançant, rester collé à son bloc, ok. Si, avec le retour de Ramos, on revoit le Marquinhos qui recule tout de suite dès que Paris perd le ballon ou qu'il y a du jeu vers l'avant des adversaires, et ben, ça veut dire que le problème de Marquinhos, c'est pas que c'est Marquinhos, parce que depuis le Real, on l'a répété, mais c'est pas que Marquinhos, c'est aussi en fait finalement la gestion de Ramos à ses côtés. Ok, merci Yacine. On va passer au dernier thème de l'émission, évidemment, c'est le trio offensif. Alors hier, Christophe Galtier a titularisé pour la deuxième fois Carlos Soler pour accompagner Mbappé et Messi. On va commencer par le cas Carlos Soler, ça va être très rapide. Voilà, il y a les stats qui s'affichent. Donc 45 ballons, aucune passe clé, 4 duels gagnés sur 5, ça c'est pas mal. 0 dribble tenté pour un joueur offensif, c'est bizarre. Ensuite, voilà, 9 ballons perdus, 4 ballons récupérés, 2 fautes subies. C'est vrai, messieurs, que voilà, on a demandé à voir Carlos Soler titulaire pour voir ce que ça donnerait. Hier, il remplace Neymar. Mais honnêtement, il a été plutôt fantomatique. Alors, ma question, moi, c'est d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Mais est-ce qu'il a pâti de la relation Messi-Mbappé hier soir? Parce qu'on a aussi remarqué, on parlera plus en détail des deux, que les deux n'ont pas arrêté de se chercher. Est-ce que selon vous, ça peut être une explication ou vraiment, voilà, il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, il a encore du mal à capter ou comprendre le jeu des deux autres? Selon toi, Samy, c'est quelle explication pour comment on peut expliquer son non-match d'hier soir? Mais déjà, t'as pas une petite blague à faire, Mousse, sur Carlos Soler? Ah oui, mais j'ai promis je vais la faire, même si je vais en prendre plein la gueule. Il n'était pas solaire, il était plutôt lunaire. Merci, Voilà, messieurs, merci. c'est tout pour moi. Mousse prépare ses blagues en off. Il est extraordinaire, cet homme. Écoutez-moi ça. Non, pour en revenir à Soler, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le collectif parisien, ça fait un peu tâche. J'ai rien contre le joueur, hein, c'est un joueur de qualité, on l'a vu, c'était quand même un joueur qui a fait ses preuves en Liga, joueur de ballon, joueur espagnol par excellence. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein, un peu comme Fabian Ruiz. Sur le papier, il y a quand même beaucoup de points positifs, tous les feux sont verts. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un joueur qu'on a mis dans le 11 et qu'il n'appartient pas à cette équipe.
j'ai pas l'impression aujourd'hui que Carlos Soler, pardon, est un membre à part de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est 10 joueurs plus un, Carlos Soler, qui est là. On dirait qu'on lui a prêté un maillot et qui vient juste faire ses footings avec l'équipe du PSG. Je sais que c'est très dur, ça peut être jugé violent comme propos sur notre ami Soler, mais sincèrement, j'ai beaucoup de mal sur ses prestations. Alors oui, on peut me parler d'adaptation, oui, on peut me parler du fait qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu pour s'exprimer, et ça c'est vrai, c'est factuel, il y a aucun problème, c'est tout à fait recevable. Maintenant, on peut aussi pointer du doigt que un grand joueur ou un bon joueur, sa faculté à s'adapter plus rapidement et à montrer des choses intéressantes quand on t'en donne l'opportunité, c'est ce qui fait aussi un bon joueur. Donc ça peut être problématique si malgré le peu de temps de jeu qu'on lui donne, il n'arrive pas à nous montrer, même parce qu'aujourd'hui, il nous a rien montré. Il nous a même pas montré une fulgurance. Il y a rien eu. Tu nous as aujourd'hui, qui peut me sortir une spécificité de Carlos Soler sur les petits moments où on l'a vu avec le Paris Saint-Germain? Il y a aucun moment mémorable. Je sais pas. Peut-être que vous m'aiderez, mes deux amis, à trouver une séquence où Carlos Soler a été étincelant, brillant. Pour le moment, c'est. J'en ai une. Dis-moi. Bah, au moment où il sort, au moment où il Mais tu vois, c'est triste, mais c'est problématique. Justement, c'est quand il sort où on se dit bon, tu te rends compte que c'est quand même un joueur qui nous fait réclamer Sarabia sur le terrain. Et c'est pour ça, moi je lui en veux, tu vois, parce que Sarabia c'était pas non plus ce qu'on espérait le plus. Donc c'est pour moi c'est vraiment problématique. C'est qu'il a un nouveau surnom, Sarabia. Hein. C'est quoi? C'est Pablo frappe sans calcium Sarabia. Ah ouais. Ça, ouais, bah ouais. D'ailleurs, hier, il en fait encore une. Hein. Ouais, ça se tient. Et moi qui l'ai défendu en début de saison, qui le réclamait, qui demandait pourquoi il n'avait pas de temps de jeu, j'ai l'impression qu'il a baissé les bras, notre ami Pablo, et qu'il est un peu déçu de son temps de jeu, etc. Voilà. On en reparlera peut-être plus tard. Vas-y, Samy. Et non, donc voilà, c'est oui, moi je, pour le moment, en tout cas, grosse déception hein, sur le recrutement avec notre ami Renato Sanchez qui qui est blessé tout le temps. C'est quand même les deux gros points négatifs. On peut parler d'Ekitike, mais ça après c'est différent. Mais oui, normalement, ce sont des joueurs parce qu'il y a des joueurs que tu peux acheter sur leur potentiel ou tu peux leur laisser du temps. Mais je suis désolé, un joueur qui était capitaine de Valence, qui est une équipe notable du championnat espagnol, un joueur qui est international espagnol. Il vient plus pour prouver quoi que ce soit, il vient pour normalement franchir un palier et s'imposer dans une équipe de haut niveau. Pour le moment, c'est un constat d'échec qui s'applique. Ça marche, merci Samy. Yacine, hein, pareil, hein, un mot sur Carlos Soler tout de même, avant qu'on parle de Messi et de Mbappé. Comme l'a dit Samy, hein, plutôt fantomatique l'ami Carlos. Voilà. Le problème, c'est que on a donc été tolérant, patient avec Messi, mais on va pas l'être avec Soler, quoi. Non, mais en fait, Soler, c'est le même parcours que Messi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il connaît qu'un club en Espagne, c'est sa vie. Il change de club pour la première fois. Voilà, il est en plus dans un club où il y a de la concurrence, alors qu'à Valence, il était installé. Et en plus, il sait que même s'il avait fait un match de fou hier, de toute façon, mardi, il est sur le banc. En fait, c'est ça le truc. Donc, j'ai pas envie de trouver que des excuses parce que je comprends aussi ce que dit Samy sur l'idée que un joueur, il doit être investi, il doit s'investir tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ah ouais, mais le coach, il me fait pas jouer assez, machin et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est ton métier. Quand le coach il fait appel à toi, tu dois répondre présent. Maintenant, malgré tout, on peut aussi comprendre et se mettre à la place des joueurs. Voilà. Quand tu joues, tu es titulaire 2 fois depuis le début de saison seulement. La première fois dans une équipe qui a beaucoup tourné hier à Ajaccio. Tu sais que même si tu es très bon, il n'y a pas de concurrence en fait, parce que Neymar, quand il va revenir, il était juste suspendu. Donc quand il va revenir, il va rejouer. Bon, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire que de toute façon, le constat de son match, c'est clair qu'il n'a pas été bon. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est définitif, c'est une erreur, voilà, non, on ne peut pas dire ça maintenant. Voilà, en tout cas, ce sera compliqué parce qu'il n'aura pas plus de temps de jeu de toute façon jusqu'à. Mais Yacine,
sur le fait que Mbappé et Messi ont plus joué entre eux, est-ce que ça a pu jouer aussi sur le long match de Carlos Soler? Non, mais bien sûr, bien sûr. Parce que eux, alors ils l'ont même pas calculé, quoi. Les deux, ils se cherchaient. J'avais l'impression de revoir un peu l'époque Neymar-Mbappé 2017 quand ils jouaient à deux. Voilà, on va en parler après de Messi et Mbappé. Euh, voilà, il y a des choses, je suis désolé, hein, mais je peux pas tolérer. En tant que coach, je peux pas tolérer. Il y a des choses qui se passent, c'est pas normal. Yacine, avant qu'on aborde le dernier thème, le duo Mbappé-Messi, quelques commentaires sur ce qu'on vient de dire, peut-être, Yacine, sur le live Twitch? Ouais, alors déjà, il y a des gens qui sont fans de ta blague. Ah, d'accord, très bien. Non, mais la plupart, ils pensent un peu la même chose sur Solaire. Ça veut dire que faut lui laisser du temps malgré tout. Il vient d'arriver, c'est un nouveau championnat. Et puis, malgré tout, tu sais, le championnat de France, c'est un championnat qui est très physique. Quand tu viens d'Espagne, c'est pas du tout la même mentalité. Enfin, il n'a pas dû avoir l'habitude de se prendre Oui. des milieux qui viennent et qui te mettent des boîtes. Tu sais, c'est pas le même football, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui pensent aussi que Nuno Mendes manque beaucoup depuis le début, enfin depuis la blessure là. Ouais. Bernat a du mal. Voilà, il y a Gilles Sauvage qui dit que, par exemple, Lucas, lui, à son arrivée dès janvier, il l'avait trouvé très bon. Donc, il y a des joueurs aussi qui s'adaptent très vite. Voilà, ça dépend de chacun, quoi. Lucas, très bon mois de janvier. Bah, c'est ce qu'il dit. Moi, je relaye. Pourquoi pas? Il faudrait qu'on reparle de ces 4 Yacine du mec sur Twitter qui a fait un sondage sur les légendes du PSG. C'était très, très drôle. Ouais. C'était vraiment extraordinaire. On fera un live là-dessus, franchement. On va vous expliquer ce qu'est une légende, ou en tout cas, parce que c'est vrai que le terme légende, il y a à boire et à manger, ça veut tout et rien dire. Mais par contre, des joueurs qui ont marqué le club, on fera un live là-dessus et ça sera intéressant. Puis notre ami Samy pourra revenir, évidemment, pour nous donner son avis. Allez, le dernier thème, on va parler de Messi et d'Mbappé. On va d'abord parler de Messi. La stat va s'afficher. Alors, sur Messi, hier, les commentateurs ont été dithyrambiques sur Messi, même sur les émissions de débrief derrière, sur Twitter, etc. Alors, moi, je vous dis, hein, effectivement, il met un magnifique but hier et 2 passes décisives. Les stats sont sous vos yeux. Par contre, il touche 83 ballons, 4 passes clés, 3 dribbles réussis sur 8. On va en parler de ça. 3 duels gagnés sur 11, ce qui est très très peu. 26 ballons perdus et 2 ballons récupérés. Sur les dribbles, ça on l'a vu, Samy, il s'est beaucoup entêté à essayer de passer dans l'axe alors qu'il y avait une forêt de défenseurs ajaxiens. Là où parfois l'idée c'est peut-être un peu d'écarter à droite ou à gauche. On l'a vu, hein, 83 ballons perdus, parce qu'il en a même perdu aussi au milieu de terrain. Certes, il met 2 passes décisives et un magnifique but. Il n'y a personne qui va lui enlever ça, évidemment. Mais est-ce que hier, d'abord, tes impressions à toi, est-ce que tu penses vraiment qu'il a fait un grand match et est-ce que ça n'a pas été un peu exagéré parce qu'en fait, quand tu vois le match, tu vois que Messi, voilà, c'est pas son meilleur match depuis le début de saison. Et on ne peut pas s'arrêter juste aux 2 passes décisives et au but qu'il met. Alors certes, il y a le terrain, il y a l'horaire inhabituel le vendredi soir, c'est à l'extérieur, etc. Mais je trouve que ça a été un peu exagéré les commentaires qu'on a pu lire sur le grand retour de Messi, etc. etc. Oui, après, c'est toujours compliqué hein, quand on évoque le cas Messi, puisque forcément, il y a sa carrière qui prend souvent le dessus, et c'est dur de le critiquer pour certains. Maintenant, encore une fois, attention, hein, il y a pas matière à le critiquer hier, tu l'as dit, il a staté, il fait un match correct dans l'ensemble. Maintenant, de là à être dithyrambique, oui, non, j'irai pas jusque-là. Encore une fois, on peut parler de l'opposition. Je trouve que en fait, tout dépend de ce que tu attends aujourd'hui d'un joueur comme Lionel Messi. Si tu vis dans le passé et que tu attends qu'il te fasse ce qu'il te faisait lors de ses saisons prime, bah, je pense que tu seras déçu. De toute façon, on le voit. Hein. Moi, je trouve que tu dis, c'est quoi, il y avait 3 dribbles sur 8 réussis. On le sent oui, on le sent que le bonhomme, de toute façon, dans la vélocité, dans le coup de rein, dans le 1 contre 1, même s'il a le talent ne le quittera pas, on sent quand même que physiquement,
face à certains joueurs, ça reste quand même plus compliqué. J'ai encore l'image contre Nice d'un retour de Mario Lemina juste physique sur Messi, où il l'avait mais bouffé au milieu de terrain, et c'était symptomatique. Ça montrait aussi les capacités physiques aujourd'hui d'un Messi. Il a moins de coups de rein, il a moins de vitesse, il a moins de volume de jeu, il a moins tout. Mais c'est tout à fait normal, hein, ce ne sont pas des critiques, c'est l'âge, c'est voilà. Maintenant, il a cette capacité à maximiser justement ses qualités et son potentiel lors de courts instants. Et c'est ça aujourd'hui qui fait sa force. Et moi, ça me convient parfaitement. Que Messi ne nous sorte pas un match avec un contenu gargantuesque, complet sur chaque ligne de stats, moi, je m'en fous. Du moment que lors de petits instants, lors des momentum importants, là où le Paris Saint-Germain doit faire la décision, et ben là, il est présent, ce qu'il fait, moi, je trouve, depuis le début de saison, parce qu'il n'y a pas un match où il a fait 90 minutes pleines à alerter les défenseurs. Non, mais si aujourd'hui, il a l'intelligence de jeu, il connaît son corps, il sait s'économiser au bon moment. Il le faisait déjà lors de ces dernières années à Barcelone, et aujourd'hui, ça a été encore plus, voilà, c'est plus il prend de l'âge, plus c'est exacerbé lors des rencontres. Voilà, il est décisif lors de petits moments clés, il est présent à l'instant T, pardon. Et moi, c'est ce que je lui demande. S'il me fait ça sur toute la saison, il n'y a aucun problème, que ce soit sur un coup de pied arrêté, que ce soit sur l'espace de 4-5 minutes où il va donner pleine possession de ses moyens. Moi, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Du moment que ça stat et que tu es décisif dans le match, ce qu'il a été hier soir avec 2 passes décisives et un but, et tu l'as dit, un très joli but, ce qui montre aussi que sa qualité technique ne bouge pas. Moi, ça me va. Si maintenant se met à employer des mots en latin, c'est formidable. Momentum. Il fallait le placer, celui-là. Bravo, Samy. Il y a un bac plus 5 en langue morte, dois-je le rappeler. Yacine, je comprends ce que veut dire Samy, je suis plutôt même d'accord avec lui. C'est vrai que à la fin du match, il a été efficace, il a permis à l'équipe de mettre 3 buts. Pardon. Mais d'un autre côté, Yacine, il y a parfois, c'est un terme que tu utilises souvent, il y a des fois où il ne respecte pas le jeu, notamment quand j'ai insisté sur le fait qu'il insiste sur le fait de vouloir passer absolument dans l'axe, essayer de dribbler. Alors effectivement, tu l'as rappelé, Samy, tout à l'heure pour Carlos Soler. Il n'est pas en Espagne, il est plus en Liga, il est en Ligue 1, c'est un tout autre championnat, c'est très physique, très défenseur très rugueux, etc. Il a ses stats pour lui, il met un super but, Yacine, mais toi, je sais que c'est pas que tu en attends plus, mais sur les 90 minutes, tu es peut-être un peu plus exigeant pardon, que notre ami Samy, et tu voudrais juste que de temps en temps, il respecte un peu plus le jeu, ce qui pourrait déjà apporter au PSG des victoires plus éclatantes avec des scores beaucoup plus importants, Yacine. À cause de Samy, je vais encore me faire taxer d'anti-Messi. Ah bah là, il y en a un paquet. Ouais, là, tu vas en prendre plein la gueule. Donc, c'est pas grave. Écoute, le problème, c'est que évidemment que le respect du jeu, c'est une catastrophe parce qu'il a décidé qu'il passerait par l'axe. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, parce que c'est Messi, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler parce qu'il paraît que quand tu le critiques, tu es personne, tu ne respectes pas la carrière, tu n'as rien compris au football parce que tu attends de Messi de 20 ans. Moi, j'attends Messi de rien du tout. J'attends Messi de 35 ans. Je ne suis pas débile. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que le mec, il fait donc 29 passes à l'intérieur du jeu. Il y en a 27 ratés. Il y en a 2 qui passent, ça fait but. Et on doit s'extasier. C'est-à-dire, bravo. Il a fait 2 passes décisives contre Ajaccio. Mais bravo. Mais à un moment donné, c'est sérieux, ça, quand même. Mais il y a des mecs qu'on a défoncés pour moins que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'être aussi peu exigeant et de se contenter. Ah, il a mis un but. Vous avez vu comment il a éliminé le gardien? Exceptionnel. Mais attendez. Non, mais on croirait que c'est le premier joueur de football qui le fait. Mais ce qu'il a fait hier, Zidane, il l'a fait en 96 contre l'Ajax, en 97. Et il a humilié la défense, le gardien, et il a offert le but à Del Piero, je crois, ou je ne sais plus qui c'était, mais je crois que c'est Del Piero. Mais à un moment donné, on va quand même. Non, mais on va se calmer 2 minutes. Il a mis un beau but. C'est pas, je minimise pas, c'est un beau but. Bon, c'est quand même un but qu'on a à 46 ans, qu'on a à peu près vu aller entre 5 et 7 000 fois dans notre vie.
Donc, on va se calmer. Et en fait, à un moment donné, moi, je ne peux pas m'extasier comme ça. Je ne peux pas m'extasier devant 2 passes décisives alors que le mec a raté 23 passes avant. Voilà, il ne respecte pas le jeu. Il veut passer à l'intérieur. Et regardez bien, contre Marseille, c'est la même chose. En première mi-temps, il essaye 4 passes à l'intérieur du jeu. Les 4, elles sont interceptées. Il n'y a même pas de tacle, il n'y a pas d'effort. Hein. Marseille est en place. Ils viennent, ils coupent les lignes de passe tranquillement parce qu'il veut passer à l'intérieur. Et après, il va réussir une passe décisive et on va dire « Ah, vous avez vu la passe décisive extraordinaire !» Non, mais moi, je suis fatigué en fait de ce football, de stats là. Ça commence à me saouler. Le football, ce n'est pas des stats. Maintenant, et je vais être très clair comme ça, vous n'allez pas dire dans 6 mois, ouais, tu retournes ta veste. Mais évidemment qu'il y a des matchs où tu peux te contenter. C'est-à-dire que tu es en finale de Coupe du Monde ou la finale de la Ligue des Champions, il est transparent et il donne le but de la victoire. Mais évidemment que je m'en contenterai. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas attendre ça sur 60 matchs dans la saison. Voilà, il doit y avoir à un moment donné un contenu, un respect du jeu, etc. Et là, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il fait, je vous dis franchement, c'est lisible. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'effectivement, son talent lui permet à un moment donné, même en étant lisible, de faire une passe. Par exemple, le petit ballon qu'il met par-dessus la défense 2-3 fois par match pour le latéral. Voilà, ça, c'est des trucs où, bah oui, c'est son talent. Mais en fait, tout le monde, c'est lisible ce qu'il fait. Mais son talent fait la différence. Mais moi, je ne vais pas m'extasier devant Messi, qui a fait 2 passes D contre Ajaccio, après avoir tenté 29 passes dans l'axe. Mais non, ce n'est pas possible. Je trouve quand même que tu manques beaucoup de respect à la carrière de Lionel Messi. Voilà, rajoute-en. Ouais. Je pense que tu vas te faire attaquer par les pro-Messi sur. Ouais. C'est parti. Et par notre camarade, par le premier d'entre eux, très grand fan, notre camarade Clément Pernia, il y a toujours des passes d'armes sur le groupe WhatsApp entre Yacine et Clément. Yacine va disparaître de Twitter pendant 2 semaines. Là. Ah oui, il fait des détox comme ça de temps en temps, ça lui arrive. Ça lui est arrivé cette semaine. Mais ça, c'est parce qu'il parle de politique sur Twitter. Ouais, moi, oui. c'est pour déconseiller, mais c'est un macronien aussi, donc voilà quoi. Allez, vas-y, c'est parti. Vous voulez me finir aujourd'hui, je crois. Entre anti-Messi et pro-Macron, ouais, là, tu vas beaucoup manger. Et dans la sauce. Hein. Mais juste une dernière chose, Yacine, tu me diras ce que tu en penses, Samy. Alors évidemment, toi, je l'ai toujours dit, Yacine, même parfois on en discute. Toi, tu as un regard qui est beaucoup plus précis, tu as le regard d'un coach, tu es beaucoup plus exigeant parce que c'est ton travail aussi. C'est comme ça que tu vois les choses et je pense que tu ne regardes pas les matchs comme un supporter lambda qui n'a pas forcément tes connaissances dans le jeu, etc. Il faut aussi comprendre que c'est-à-dire que le supporter normal, il voit pas les matchs comme toi, Yacine, je pense. Hein, et que lui, ce qu'il voit, c'est que ce que disait à peu près Samy, c'est-à-dire que évidemment, sur 90 minutes, mais c'était déjà le cas à Barcelone, hein, ce n'est pas que le cas au PSG. Hein. Tu ne vas pas voir briller pendant 90 minutes, mais il va te sortir 2-3 gestes dans le match qui va te faire gagner son équipe. Et évidemment, quand tu es un simple supporter lambda du PSG, même si tu es supporter depuis 30 ans, mais que tu n'as pas la qualité d'analyse d'un Yacine Amned ou d'un coach ou d'un spécialiste, d'un journaliste qui est spécialiste dans le côté tactique, technique, et évidemment que je pense que c'est ça qu'ils ne comprennent pas et c'est pour ça peut-être que tu te manges une armée de fans absolus de Lionel Messi et c'était même le cas pour Neymar, tu te rappelles, Yacine, tu as beaucoup mangé à l'époque aussi sur Neymar. C'est à peu près ça, Samy, hein, c'est ça aussi, on a des regards différents quand on est dans les médias et quand on bosse sur le match. Vas-y Yacine. Juste pour finir là-dessus, effectivement c'est vrai et des fois, moi je me dis, j'ai envie de dire, j'aimerais bien revenir quand j'avais 20 ans, 18 ans et je regardais les matchs comme un vrai supporter. Maintenant, en fait, dans la saison, il y a 4-5 matchs où je les analyse, mais en fait, où mon analyse ne prend pas le dessus sur le match. Marseille, par exemple, c'est d'abord le résultat et c'est d'abord les battre. Voilà. Et puis après, tu as des matchs en Ligue des Champions, par exemple, quand tu arrives en demi-finale, où je vais analyser le match. Mais l'importance du match, l'émotion du match, là, à ce moment-là, pour moi, elle est plus importante. Après, oui, contre Ajaccio, contre Nice, contre Rennes, bon, j'ai de l'émotion quand Paris marque et tout. Hein. Je suis content, je veux qu'il gagne. Mais effectivement, l'analyse, elle prend le dessus à ce moment-là. Non, mais on comprend, Yacine, t'inquiète pas. Et les gens aussi t'apprécient pour ça. Tu es quand même très objectif malgré tout. Oui. Et tu dis pas amène à tout.
Samy, un mot avant de finir sur Mbappé. Je voulais juste un mot, messieurs, de votre part sur le coaching et les titis qui sont rentrés en fin de match. On a vu Zahir Emery, on a vu Bichi Bayu, on a vu aussi Ekitike, qui aurait pu d'ailleurs être titulaire hier face à Ajaccio. C'est dommage qu'on ne l'a pas vu. Quand on voit le match de Solaire, honnêtement, on s'est dit pourquoi pas Hugo Ekitike. Qu'est-ce que tu as pensé, Samy, rapidement, hein, du coaching et du temps de jeu qui a été donné aux petits jeunes du centre de formation? Bah, c'est plutôt famélique. Je regarde juste oui, c'est quoi? C'est une dizaine de minutes. Ouais, c'est ça. Bah, on veut plus, surtout pour un joueur comme Zahir Emery, d'ailleurs, qui a failli marquer, qui s'est retrouvé Ouais. en position de marquer. On a envie d'en voir plus. C'est vrai que 3-0, il reste quoi? 8 minutes, parce qu'un match à 3-0, il y a eu quoi? Il y a même pas, il y a eu 2 minutes d'arrêt de jeu. C'est Ouais, compliqué, c'est compliqué de se montrer, surtout quand tu es jeune. Après, il mord dedans à pleines dents, ça s'est vu. Zahir Emery, en tout cas, ça s'est vu. Pour ce qui est Bichi Abou, ouais, c'était pareil. On n'a pas non plus. Je crois qu'il a fait une relance intéressante. Ouais. Je ne sais plus qui l'a lancé en profondeur, mais il nous a montré quand même que voilà, il avait de la qualité Sur sur Hakimi, son non? pied. Sur Hakimi, ouais, sur Hakimi, Ouais. sur ce côté droit. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes, mais bien sûr que oui, on aimerait avoir plus. Un petit mot sur Ekitike, qui en prend plein la tête depuis le début de saison. Alors oui, je pense qu'il a fait des erreurs. Pour le coup, là, c'est un vrai jeune joueur qui était né à Reims, qui avait grandi à Reims. Il avait été prêté au fin fond de la Scandinavie. Donc les grosses zones urbaines comme Paris, il connaissait pas forcément. Il arrive dans la capitale, on lui donne le pauvre aussi son salaire affûté. C'est pas de sa faute, hein. C'est ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain. On va pas l'accuser d'avoir signé ce papier. On l'aurait tous fait. Moi, 6 millions d'euros par an, j'y vais en sautant et en slip. Donc voilà, je pense que c'est un joueur, lui, moi je trouve qu'il a eu du talent. Il a montré trop de choses la saison dernière en Ligue 1, hein. Une saison à plus de 12 buts, et c'est pas que les stats, hein, je trouve, dans la gestuelle, dans ce qu'il pouvait apporter. C'est un vrai joueur de qualité. J'ai confiance en Luis Campos. Clairement, c'est un joueur, d'ici 6 mois, 1 an, beaucoup de vestes se retourneront sur son sujet. C'est un joueur qui apportera quelque chose au Paris Saint-Germain et qui sera un joueur important du club à l'avenir. Donc voilà, on a envie de voir plus, comme nous tous. Espérons qu'après la Coupe du Monde, avec les méformes de certains, peut-être des blessures, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne souhaite pas ça, hein, mais je veux dire que des opportunités, parce qu'on a très bien compris que si tout le monde est là, ils n'auront pas d'opportunité. On ne va pas se voler la face, les gars. Voilà, on ne va pas se commencer à espérer. Si tout le monde est là, déjà que quand tout le monde est là, même les joueurs recrutés parfois à prix d'or ne jouent pas. Donc les petits jeunes du centre de formation ou les petits jeunes, ça va pas grappiller beaucoup de temps de jeu. Donc espérons qu'il y ait des contextes parfois qui feront qu'ils aient la possibilité de s'exprimer et de montrer de belles choses, parce que sincèrement, ces trois-là, surtout Ekitike et Zahir Emery, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, et ça me ferait chier quand même de les voir s'exprimer dans d'autres clubs plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Bah, écoute, on va garder l'extrait vidéo où tu dis qu'il va briller d'ici 1 ou 2 Ouais. saisons. Et puis, dans 1 ou 2 saisons, il aura marqué un but en 48 matchs et qu'il sera vendu à Brighton. Je me ferai fumer. Je me ferai anglaise. fumer, pas de problème. Ouais, Hugo Ekitike, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu on aurait pu le voir quand même hier. Après, voilà. Sur le salaire, quand on pourra vous le dire, on en dira un peu plus. L'anecdote est assez folle. Yacine, un mot, hein, très très rapide, hein, sur le temps de jeu famélique. Et le terme est juste, le terme qu'a employé Samy, pas forcément sur Ekitike, parce qu'on l'avait déjà vu, mais surtout sur Zahir Emery et Bichabu. Moi, je pense qu'hier, il les a fait rentrer pour leur donner un tout petit peu de temps de jeu, histoire de dire qu'ils ont participé. Moi, ça me dérange quand même d'attendre qu'il y ait 3-0 contre Ajaccio pour les faire rentrer. Ça me dérange que, voilà, bon, encore une fois, c'est pas de l'anti-Messi, parce que pareil, hier, il est venu me le dire sur Twitter. Quand je dis Messi, 35 ans, il va donc jouer 90 minutes, bah ouais, moi, ça me pose problème. Messi, il s'est blessé à Benfica. Pourquoi? Allez, t'étais dans le doute parce qu'il n'y avait qu'un 0 et que tu n'es jamais à l'abri d'un accident. Mais une fois qu'il y a 3-0, pourquoi le laisser jusqu'au bout? Voilà, mais le match, il est fini. Donc, 35 ans, même si c'est que 10 minutes, mais sors-le. Moi, je pensais vraiment qu'hier, au moment du troisième but, il allait sortir Verratti qui avait un jaune et qui est primordial dans notre équipe, Mbappé et Messi. Les trois, voilà, tout le monde au frais. Le match, il est fini. Je donne du temps de jeu aux jeunes.
Voilà. Il laisse Messi jusqu'au bout. Il laisse Verratti aussi, d'ailleurs. Il laisse Messi jusqu'au bout. 35 ans. Moi, ça me dérange parce que c'est lui-même qui a parlé de rotation. C'est lui-même qui a parlé de turnover. C'est lui qui a parlé de calendrier chargé. C'est pas nous. Encore une fois, il nous dit, moi, sur le terrain, les 90 minutes, c'est la meilleure équipe et je fais des changements que quand je pense que c'est nécessaire, ok. Mais c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, je ferai du turnover parce que le calendrier est chargé, j'ai un effectif de qualité, je dois faire tourner, il y a la Coupe du Monde, etc. À l'arrivée, on ne voit rien. Parce qu'en dehors de Vitinha qui remplace Sanchez et Sarabia à la 72e qui remplace Soler, les derniers changements, ils sont à la 83e. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et encore une fois, moi, je ne suis pas un partisan de... Tu vois, je parle souvent avec les gens sur Twitter, par exemple, de Guardiola. Je l'ai dit plein de fois. Mais Guardiola, il ne te dit pas, moi, je fais des changements. Guardiola, des fois, il fait un changement dans le match. Et des fois, il n'en fait même pas. Mais en gros, il ne te raconte pas d'histoire. C'est-à-dire, il ne te dit pas, j'ai un banc, je vais faire tourner. Son idée à Guardiola, c'est que son équipe, elle joue. Et il tourne d'un match à l'autre. Mais sur le terrain, pendant le match, il ne tourne pas. Voilà, c'est sa vision du foot. J'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un défenseur absolu du turnover et tout. Mais puisque tu l'as dit, et qu'en plus, il y a eu des blessures qui t'ont montré qu'effectivement, il y avait eu beaucoup de matchs et que c'était compliqué, eh ben, fais ce qu'il faut. Au moins, quand le match est plié. Maintenant, malgré tout, moi, ça me dérange aussi que dans la tête de Galtier, je l'avais dit il y a quelques semaines, il est pris par l'environnement PSG. Il faut gagner. Voilà. Donc, des fois, il doit avoir envie de changer. Il se dit non, parce que si on fait match nul là, on va peut-être être deuxième, on va encore nous tomber dessus. En gros, Yacine, tu dis que voilà, s'il n'y a pas 2-3-0 à la mi-temps, il y a peu de chances de voir des changements assez rapides et donc, par conséquent, de voir des jeunes du centre de formation avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir s'exprimer. Et là, effectivement, que ce soit Bichabu ou Zahir Emery, difficile d'analyser moins de 10 minutes sur le terrain parce que déjà le score est acquis et qu'effectivement, ils ne vont pas apporter grand-chose. Bon. Et d'ailleurs, et c'est quand même dommageable de penser comme ça quand même, parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a une marge quand même sur 90% de ses, quasiment 100% de ses concurrents en Ligue 1, et c'est pas en changeant 2-3 joueurs, incorporant 2-3 jeunes que tu vas déstabiliser tout l'édifice. On sait très bien que un jeune avec des grands joueurs autour de lui, je pense pas que ce soit compliqué de jouer autour de Vitinha, de Verratti, de Messi, de Neymar, tu vas t'incorporer parfaitement. On l'avait vu par exemple avec l'équipe Mbappé et Nkunku quand ils avaient commencé avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Nkunku, on avait l'impression que c'était un milieu de fou. Je vous recommande de revoir le match contre Barcelone. Vous revoyez le match qu'il fait. Il avait quoi ? Il avait 20 ans à l'époque, alors que c'était un joueur qui n'avait rien prouvé. On peut voir que quand on met un jeune autour de très grands joueurs, normalement, ça ne va pas non plus tout déstabiliser. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Mais d'ailleurs, tu parles peut-être de Kimpembe à Barcelone, face à Barcelone, non ? Non, il y a Nkunku aussi qui joue contre Barcelone, il me semble. C'est Yann Nkunku et Kimpembe qui sont. Il y a Kimpembe qui fait un gros match, mais il y a Nkunku aussi qui fait un gros match contre Barcelone. C'est peut-être en poule alors. Je crois que tu parles du match de 2017, le 4-0 au parc. Tu parles de ce match-là ou d'un autre match ? Je crois que c'est le 4-0. Mais en tout cas, je sais qu'il y a Kimpembe, mais il n'y a pas Nkunku sur le 4-0. Non, il est trop jeune. Non. Peut-être qu'il est là. Non, il est même pas là contre. Je crois qu'il est déjà parti contre le 4-1 à Barcelone sous Tuchel. Ah non, il est pas là, c'est sûr. Non, moi c'est un match au parc. Bon, écoute, non, c'était pas le match de 2017. Mais juste pour finir, puisqu'il faut qu'on finisse. Donc, rapidement, sur Galtier, il l'a redit en conférence de presse. Il a dit en gros, j'aimerais bien que mon équipe retrouve de l'efficacité pour plier les matchs plus tôt, pour pouvoir offrir du temps de jeu. C'est-à-dire que lui-même te le dit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu as bien fait de le rappeler. Allez, dernier thème, on va faire 3-4 minutes dessus, puisque ça fait déjà plus d'1h15 qu'on est en live sur la chaîne Twitch de Paris United. Messieurs, on va voir les stats d'Mbappé apparaître. Alors pareil, Kylian Mbappé, met un doublé et une passe décisive. Donc il y a 4 tirs, donc 2 cadrés, et il touche que 34 ballons quand même, c'est impressionnant. Donc 2 passes clés, 0 dribble réussi sur 4, 1 duel gagné sur 8, 12 ballons perdus, 3 ballons récupérés, 1 tacle réussi sur 2. Là aussi, un peu comme Messi, Samy,
si on prend juste les stats et on sort du contexte du jeu, on se dit un doublé, une passe décisive, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Or, il a pas mal raté. On sent ces derniers temps quand même un gros manque d'efficacité chez Kylian Mbappé. Alors évidemment, le match est gagné et encore une fois, il met 2 buts et une passe décisive. Mais est-ce que tu es un petit peu inquiet, entre guillemets, hein, on ne va pas non plus s'affoler. Hein, Kylian Mbappé est un grand joueur. Et même quand il ne fait pas des super matchs, il réussit quand même à avoir de bonnes stats. Mais c'est clair qu'il y a un petit manque d'efficacité ces derniers temps chez Kylian Mbappé. C'est quoi? C'est des mauvais choix? Qu'est-ce qui explique ça, Samy? Franchement, c'est dur. Moi, je ne vais pas te dire ça, hein. Comment tu peux parler de manque d'efficacité alors que le gars, il te plante 2 buts et une passe D sur un match? Non, moi, je suis désolé. Moi, de tout ce qu'il rate avant. Oui, Hein, après, il rate. Mais il n'y a pas de problème. Il rate, tu peux revenir sur les ratés ou autres, mais au final, il te met 2 buts. Il est impliqué sur les 3 mais buts j'ai du match. commencé par ça. Hein. Oui, non, mais Paris gagne 3-0. Moi, je ne peux pas pointer son inefficacité. Ok, il ne pourra pas marquer toutes ses frappes. Ça n'existe pas. Un attaquant qui marque dès qu'il frappe, ça n'existe pas. Il y a des gardiens qui se prennent des buts sur chaque frappe, ça existe. Mais des attaquants qui marquent sur chaque frappe, ça n'existe pas. Donc, hier, il te met 2 buts, une passe décisive. De toute façon, je trouve que sur Kylian Mbappé, depuis quelques mois, les sauts de caca qu'il se prend sur lui, c'est impressionnant. Non, vraiment, j'avais oublié que Samy était un très très grand non, défenseur. mais bah oui, je suis un bapiste. Moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Et je conçois que des joueurs, peu importe leur grandeur, hein, tous les grands joueurs ont eu des coups de moins bien. Et Kiki les a déjà eu au Paris Saint-Germain. Il est toujours revenu. Je trouve ça. Samy, là-dessus, on est tous d'accord. Oui, Samy. mais c'est juste pour compléter mon propos. Mais hier, je suis désolé. Oui, il rate. On peut rigoler. Ah, il a tiré au-dessus. Il y a pas mal de vidéos. Je laisse beaucoup. Il y a des tweetos qui vont se faire un plaisir d'isoler la frappe dans les nuages et faire des montages avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais au final, on parle de football professionnel. Hier soir, le gars, il te met 2 buts, une passe décisive. Il te tue le match. Voilà. Il a été décisif. Il a été important. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je demande à un joueur important du Paris Saint-Germain, de faire gagner mon équipe. Hier, c'est ce qu'il a fait. 2 buts, une passe décisive. Maintenant, on peut me dire ce que tu veux. A, B, contenu. A, il fait la tête. A, il a montré le terrain. Ça ne m'intéresse pas. Paris a gagné 3-0. Il a été important sur chaque action qui ont mené à un but. Je vois juste ça, personnellement. D'accord, donc le contenu de son match, le fait qu'il n'ait pas fait un bon match, tout ça, ça ne t'intéresse pas, Samuel, nous sommes d'accord. Bah franchement, c'est un attaquant, c'est un joueur. En fait, moi je veux juste qu'on m'explique ce qu'on aurait voulu. Ça veut dire qu'il marque 2 buts et une passe décisive, mais qu'il fasse quoi? Qu'il fasse encore d'autres trucs derrière, qu'il fasse des dribbles, ça me rappelle l'interview du frère de Lukaku qui résonne dans ma tête quand je vois ce qu'on demande à Kylian Mbappé. Et c'est ça qui me fait rire parce que quand Kylian Mbappé il essayait justement d'être créateur, on dit non, t'es pas un créateur, t'es un numéro 9. Quand il essayait de faire des dribbles, non, t'es pas Neymar, t'es pas un dribbleur, tu dois être un numéro 9. Quand il fait le travail d'un numéro 9, c'est-à-dire être décisif, marquer ses buts et pouvoir passer décisif, on va lui dire ouais, mais tu fais pas assez. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne sera jamais d'accord avec Kylian Mbappé et on sera toujours très sévère avec lui. Non, mais moi, je respecte tout à fait ton opinion et ton avis sur le Kylian Mbappé. Après, nous, juste que moi, je soulignais, évidemment, on a vu ses stats, même si effectivement, les stats, ça veut pas tout dire et ça ne peut pas expliquer tout son match. Maintenant, on ne peut pas dire hier qu'il ait fait un super match dans le contenu. Il a été efficace sur les 2 buts et sur sa passe décisive. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Samy, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, un match, ça dure 90 minutes. Et sur les 90 minutes, force est de constater, et les stats en témoignent, voilà, il n'a pas fait un très bon match. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas d'excellents matchs et qui ont pourtant donné la victoire à leur équipe. Moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je pense que Yacine, dans sa manière de penser, on en parlait tout à l'heure, il est à l'opposé de ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, je passe la parole au procureur Yacine Amned qui va nous dire ce qu'il a pensé du match de Kylian Mbappé. Yass. Bah écoute, je vais aller dans le sens de Samy. Et donc, si Kylian Mbappé ne marque pas dans les gros matchs de Ligue des Champions, on pourra dire qu'il a été éclaté. Voilà, il ne servira à rien puisqu'on parle de stats. Mais son match, il est horrible hier. Mais c'est un scandale. Non, mais je vous jure qu'on ne se rend pas compte, en fait. En fait, vraiment, non, mais
Je comprends, moi, que, OK, il a mis 2 buts, une passe D, il a mis une talonnade en plus. Alors, déjà, c'est une passe D. En plus, il a mis une talonnade. Donc, du coup, ça rehausse encore l'impression qu'on en a. Ah, apparemment, non. Mais en première mi-temps, mais ses choix, ils sont horribles. Ça frappe, il regarde la pelouse. Mais arrête, mais arrête. On a les ralentis, nous. Non, mais tu peux pas. C'est-à-dire qu'à la limite, à ton pote, tu peux lui faire croire. Mais nous, regarde pas la pelouse. Mais ça arrive. Et comme tu as dit, il n'y a pas de joueur qui marque, qui tire 100 fois, qui marque 100 buts. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Tu as raté. Mais encore une fois, le problème des stats, c'est que aujourd'hui, il y a 2 mecs qui ont foutu en l'air le football avec leurs stats. Voilà. On a fait croire aux gens que les stats, c'était la base du foot. Donc, Messi et Ronaldo, voilà. Fallait marquer plus de 50 buts par saison et machin et ceci et cela. Mais déjà, Mbappé, si vous regardez bien, en termes d'efficacité, franchement, le ratio, il est très, très bas. Mais vraiment. L'année dernière, il a une période où il marque. Il a eu 2 périodes. Rappelez-vous, l'année où Paris perd le titre, après le match de Nantes, ou de février jusqu'à la fin du championnat. Il est plutôt efficace. Et il s'était repris. Parce qu'en début de saison, il avait souffert d'ailleurs. Et contre Nantes, rappelez-vous le fameux match de Nantes où Paris perd 2-1, où il veut faire un contrôle, il fait une passe en retrait, c'est lui qui offre le 2e but à Nantes. L'année dernière, le jeu passait par lui parce que c'était le seul attaquant. Messi n'était pas dedans, Neymar était blessé. Et encore une fois, là, il avait du déchet. Rappelez-vous, contre le Real, alors il y a un très grand Courtois, mais contre le Real, il marque un but. Mais il doit être à 3 buts. Il a au moins 5 ou 6 occasions. Il marque aller-retour. Hein. Ouais. Non, mais OK. Mais le match, il doit être plié. Tu vois? Donc, le truc, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il y en a un pour Messi, on prend les stats et on se dit, bah Messi, bah OK, super. Messi, il a fait l'inverse d'Mbappé hier. Il a mis 2 passes D et un but. Il est impliqué sur les 3 buts. Donc, si Mbappé a été très bon et que c'est ce qu'on attend, bah Messi, bravo. Maintenant, puisque c'est sur les stats, OK, rendez-vous en 8e et en quart de finale de Ligue des Champions. Si vous ne statez pas, bah, vous aurez pas été utile à l'équipe, vous n'aurez rien fait. Moi, je ne peux pas me servir que des stats. Parce que le football, ce n'est pas ça. Le football, c'est par exemple, hier, tu dis, ouais, est-ce qu'on peut lui reprocher? Oui, on peut lui reprocher parce que Galtier demande à son équipe de plier les matchs tôt. Mais s'il est efficace, hier, à la mi-temps, le match, il est terminé. Et on fait jouer les jeunes et on donne du temps de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, son match, je n'ai pas aimé son match. Voilà, je n'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé sa première mi-temps. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu mieux. En plus, alors, tu vois, c'est bizarre parce qu'il regarde la pelouse sur l'occasion ratée. Par contre, il glisse sur le 3e but. La pelouse, elle s'en va, il glisse et il arrive à marquer. Tu vois, comme quoi, c'est pas la pelouse, c'est pas vraiment tout le temps une excuse. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit être exigeant. En fait, moi, je vais vous dire pourquoi l'exigence, elle manque dans ce club. Parce que Rapidement, Yacine, s'il te plaît. ouais. Parce que, en fait, je pense que c'est là-dessus que le PSG ne passe pas de cap. Voilà. On ne peut pas juste se contenter en Ligue 1 de dire on a gagné 3-0, vous voulez quoi de plus? Parce qu'on sait tous les ans, l'histoire elle s'écrit de la même façon. On veut quoi de plus? Ben non, on n'est pas exigeant. Voilà, on n'est pas exigeant. Fallait Le gagner match 12, aller contre le 12-0. Real l'année dernière, 12-0. j'avais dit qu'on allait regretter ce qu'on avait fait parce qu'on les avait mangés. On n'est pas exigeant, c'est pas grave. On est encore sorti. Après, les circonstances, tout ça. Quand ce club mettra l'exigence au-dessus de tout, vous verrez qu'il y a un changement. Merci beaucoup, Yacine. Avant de terminer, peut-être sur le débat Mbappé, c'est intéressant. Il y a peut-être des commentaires, Yacine, sur le live Twitch. Peut-être des gens sont d'accord avec Samy, plus d'accord avec toi. Tu peux en dire, voilà. Alors, tu vois, il y en a un qui reprend l'exemple que je donne toujours. Si ton enfant a 4 de moyenne, un jour il a 8, bah ouais, c'est mieux, mais est-ce que c'est bien? Voilà. Il y en a qui disent qu'hier, on aurait cru Cavani, ça va faire plaisir à Clément. Tu peux citer les noms. Hein, Ouais. Alors, il y a Idan, qui dit hier, on aurait cru voir Cavani. Il y a. Alors, attends. Ça a beaucoup parlé de Lucas finalement après le fameux Lucas, il s'est vite adapté et apparemment tout le monde n'est pas d'accord justement. Il y en a qui disent que Lucas, même après 2 ans, il n'était toujours pas adapté. C'est assez logique. En tout cas, on comprendra que vous n'étiez pas d'accord sur la façon de voir les choses sur Kylian Mbappé. Samy qui est plutôt
C'est-à-dire qu'il est plutôt indulgent à partir du moment où Mbappé fait gagner son équipe, met 2 buts, et Yacine, voilà, qui est un peu plus exigeant et effectivement qui demande de respecter un peu plus le jeu. Et effectivement, si tu plies le match là-dessus, moi je suis vraiment d'accord avec Yacine. Si tu plies le match avant, effectivement, tu peux donner du. Non, c'est vrai. Si tu arrives à 15-0 à la mi-temps, le match il est plié. Autant pour moi, c'est vrai. Oh là là, ça commence la mauvaise foi. Ça commence. Voilà, la mauvaise foi, messieurs, dames. Voilà, la mauvaise foi personnifiée. Bien sûr, c'est sur ces bonnes paroles et sur la mauvaise foi, la très mauvaise foi de Samy Mouchtabi que nous allons arrêter ce live. Je tenais vraiment à vous remercier. Vous avez été encore nombreux à nous suivre pour ce deuxième live consécutif sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, parlez-en autour de vous. Si les gens ne nous connaissent pas et que vous, dans votre entourage, si vous connaissez des supporters du PSG, parlez-leur de la chaîne Twitch de Paris United. Il faut qu'il y ait du monde. On va faire de plus en plus de live. Tout à l'heure, on parlait justement sur, entre guillemets, les légendes du PSG. On va le faire avec Yacine. On invitera plein de monde. Et puis, voilà, chacun confrontera ses idées avec ses arguments. On sait que maintenant Mbappé est une légende pour Samy Mouchtabi, donc il viendra nous en parler lors de ce live. Plus que Lucas, en tout cas. Oui, ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais quant à nous, on va se retrouver du coup lundi. Alors, j'ai pas encore l'horaire de la conférence de presse, mais on mettra ça sur nos réseaux. En général, la conférence de presse, c'est en fin d'après-midi vers 18h. Donc, la conférence de presse qui précédera le match de Ligue des Champions qui aura lieu mardi, PSG face au Maccabi Haïfa. Donc, comme ça nous permettra de débriefer la conférence de presse de Christophe Galtier et aussi de se pencher tranquillement vers la rencontre de Ligue des Champions qui peut-être permettra au PSG de se qualifier. Et on attendra aussi la dernière rencontre face à la Juve pour voir qui sera premier du groupe. C'est toujours intéressant d'être premier, quoique parfois t'es premier et tu tombes sur un second qui est très difficile. Donc on verra tout ça, on fera les comptes juste après la dernière journée. Je tenais à remercier Samy Mouchtabi. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Samy. Merci beaucoup, amigo. Merci. Puis tu reviens quand tu veux, évidemment. Toi, évidemment, accompagné de ta mauvaise foi, toujours. C'est très important. Elle est là. Je plaisante, évidemment. C'est mon ami Samy et c'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous. N'oubliez pas, l'omniscient, Samy. L'omniscient, toujours. Et puis, évidemment, coach Yacine Amnet qui m'accompagne tout le temps. Merci à tous. Merci encore. Parce que on met toujours les podcasts sur YouTube. Ça ne change rien. C'est-à-dire, on fait le live sur Twitch et la vidéo, parce qu'on demande là dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui ont raté le début. Et dans l'après-midi, là, le podcast sera posté en entier sur YouTube comme d'habitude. Et rendez-vous sur Twitter, Yacine, anti-Messi, tout ça, on va le charger. Tu fais bien de le dire. Donc, n'oubliez pas qu'il a manqué de respect à l'immense. Oula, Messi. N'oubliez pas de lui rappeler qui est Messi. C'est vraiment un manque de respect. Et pareil pour Mbappé. Je trouve un peu dur sur Mbappé. Tout sur Yacine. Allez. Ce soir, 18h. Je vais couper mon compte encore une fois. Mais en vérité, on termine là-dessus. Mais Yacine, il aime ça, il aime la confrontation. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc que je veux dire quand même sur Yacine. Ok, il est dur, etc. Machin. Mais c'est quelqu'un qui répond toujours avec politesse. C'est vrai. Parfois même, il se fait insulter. Vous vous rendez compte des insultes assez graves pour du foot quand même. C'est quand même grave. Il répond toujours, et que ce soit positif ou négatif, Yacine, il répond toujours avec courtoisie. Donc moi, sur ça, grand respect, Yacine. Tu as beaucoup de patience. Moi, je déteste ce réseau. J'y suis parce que je n'ai pas le choix, mais jamais de la vie, je ferai des débats sur Twitter. Jamais. Je risquerais de dire des mots qui vont dépasser largement ma pensée. Et je n'ai pas envie que les gens voient le côté sombre de Mousse Paname. C'est pas beau. Merci encore à tout le monde. À bientôt et rendez-vous lundi pour le prochain live. Ciao. Ciao.